À quel moment t'as accepté ton échec justement et tu t'es dit ok vas-y bah ça y est c'est là c'est maintenant il faut que je ferme ça que je passe à autre chose. Point de retour quoi. Ouais, le moment où tu dors plus, le moment où c'est trop, le moment où tu te dis putain, il y a ce mec là qui va m'appeler parce que je lui dois du blé. La banque, elle veut voir son blé aussi, que tout le monde te met la pression pour ça. Et là tu te dis là je peux plus en fait. T'as un moment où je me suis dit non je peux pas continuer comme ça. Rétrograde, le podcast qui présente les acteurs du monde horloger d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Un podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes, mais aussi en vidéo sur YouTube sur la chaîne Rétrograde Podcast. Au cours de cet épisode, nous retraçons le parcours de notre invité, ses anecdotes, ses histoires connues et méconnues, mais aussi ses coups de gueule, dans le but de vous inspirer. Bienvenue sur le podcast Rétrograde, le podcast horloger qui prend le temps de vous raconter ses histoires. Et aujourd'hui, on est reçu par Guillaume Lédé, le patron de Nivada et de Space One, ici dans ses bureaux. Salut Guillaume. Salut les gars, bienvenue. Comment ça va ? Bah pas mal, très content de vous accueillir chez Space One, pour le coup en région parisienne. Donc là, il y a l'atelier de Théo Fray juste derrière. Là, vous êtes dans la partie où du coup Space One. En gros, on a pété le mur ici, on a récupéré la part d'à côté, idem en haut, et on a fait un atelier au frais plus Space One. En attendant déjà peut-être de déménager l'année prochaine, car on est déjà au bout des capacités de ce premier atelier. Eh ben, merci beaucoup de nous recevoir ici, c'est très cool, je ne savais pas que tu étais aussi proche de Paris, en tout cas avec ces ateliers-là, et c'est toujours cool de voir des ateliers horlogers en dehors de la Suisse. Alors Guillaume, CEO de Space One, Nivada, Vulcain, William L. Qui es-tu en fait ? C'est un peu la question piège qu'on me pose. Il y en a qui disent que je suis le Watch ressusciteur ou des trucs comme ça. Mais ouais, en gros, je suis un entrepreneur dans l'horlogerie depuis maintenant une dizaine d'années déjà. Parce que William L, dont tu parlais, ça fera 10 ans l'année prochaine. Donc ça passe vite. C'est d'ailleurs où j'avais rencontré Nico. Chez Colette au Water Bar il y a une dizaine d'années. Rajeunit pas. Ouais, on commence à blanchir un peu là. Parce que tu vendais William L chez Colette ? Ouais, en fait, Colette, c'était le premier point de vente que j'avais bien travaillé, qui nous avait fait confiance. Et on avait même fait une édition limitée à l'époque, déjà, donc avec eux. C'était 1 an ou 2, je pense, avant qu'ils ferment, parce qu'ils ont fermé pas très longtemps, justement, après. Donc, c'est pas à cause de William L, je pense, mais j'espère pas. Mais ouais, non, c'était génial. Et puis, ça avait vachement aidé aussi pour, justement, dynamiser la marque. Et d'ailleurs, c'est marrant, parce que ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de collabs, beaucoup d'éditions limitées. Mais c'était déjà le cas il y a une dizaine d'années. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours avant William L ? Parce que du coup, tu as créé la marque de montre, on va y revenir un peu plus tard, mais avant tout ça, qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là ? À la base, moi, je suis de Cognac, donc en Charente, donc j'étais plutôt prédestiné à bosser dans les vins et spiritueux, pas du tout dans l'horlogerie. Mais mon premier job, c'était chez Zénith, en sortie d'école de commerce, donc dans le groupe LVMH, donc Zénith qui est vraiment une toute petite marque, c'est une PME un peu dans le grand groupe qui est Louis Vuitton Moët-Hennessy. Mais c'était une super expérience parce que ça m'a permis de toucher un peu à tout chez Zénith. Ils venaient en gros de réorganiser toutes les équipes, ils avaient viré à peu près tout le monde en fait dans l'équipe. Il y avait genre une vingtaine de personnes au marketing avant. Là, on n'était plus que 2 ou 3 avant que ça regrossisse un peu. Donc, j'ai pu faire du produit, du digital. C'était l'époque où il n'y avait même pas de site internet responsive, il n'y avait pas de site mobile, il n'y avait pas d'application, il n'y avait pas Instagram. C'était vraiment le tout début, quoi. Et c'était en France ? Non, c'est en Suisse. Alors, du coup, Direct en j'étais Suisse. vraiment, Ok. vraiment le. Donc là, tu as fait Cognac, Genève ? En fait, j'ai fait non, Genève, j'aurais aimé. J'ai fait Paris le Locle en fait. Ok. En fait, j'ai fini mon école de commerce à Paris. Ok. Mon année de césure était à Paris, donc ça fait quasiment 2 ans que j'habitais 2 ans et demi que j'habitais à Paris. Et je passe mon entretien téléphonique en fait. J'ai aucune idée de ce qu'est le Locle en Suisse. Ni même la chaux de fond d'ailleurs, j'avoue. J'étais plutôt, comme tu allais dire, Genève ou Lausanne. Et j'arrive, donc ils me disent ok, tout va bien, même pas d'entretien physique, donc je vais sur place. Et là j'arrive un peu en plein hiver au Locle, À la avec la campagne. neige. Alors la campagne, c'est un grand mot, c'est ce que je disais, c'est le plus fort taux de suicide en Suisse, et tu comprends pourquoi. Ouais. Parce que du coup, en plus, il avait trouvé un appartement pour vivre là-bas, donc j'ai vécu au Locle pendant je pense quasiment les 6 premiers mois. Donc du coup, tu arrives au Locle et tu restes combien de temps chez Zénith ? Donc chez Zénith, je suis resté 3 ans. 3 ans, après j'ai eu une super opportunité chez Gégère-Lecoultre, donc là, groupe Richemont. Donc c'était un peu plus structuré déjà. Enfin, la marque, elle devait faire pas loin de 500 millions de chiffres, quand Zénith devait faire autour de 100 millions.
même un peu plus, même GGR, je pense. Donc c'est Jérôme Lambert qui avait repris la barre il y a déjà un petit moment et qui avait bien structuré la marque. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est Dufour, Jean-Frédéric Dufour, qui avait repris Zénith au moment où je suis arrivé. Donc, Ok. Jean-Frédéric Dufour qui est maintenant le CEO de Rolex. Donc pareil, c'était un peu une machine, quoi. Donc j'ai appris pas mal avec lui. Après, j'ai un peu moins bossé avec Jérôme Lambert, mais j'ai eu un peu quelques projets avec lui où lui, c'est vraiment un computer. C'est incroyable. Bah, maintenant, c'est le président de Richemont. Quoique ça a un petit peu changé là récemment. Ouais, il y a eu Mais- pas mal, il y a un mercato là. Ouais, il y a eu un gros mercato chez Richemont. Ouais, d'ailleurs, c'est même pas fini. Je crois qu'il manque encore des CEO dans différentes marques. Mais ouais, donc plus grosse boîte. Par contre, le lieu aussi assez incroyable, c'est que là, c'était la Vallée de Joux, donc aussi au head office en Suisse. Donc là, pour le coup, vraiment au milieu des montagnes aussi. Ouais, magnifique. Alors très très beau. Par contre, pour y aller tous les jours et repartir, surtout en hiver, c'est chaud. Ouais. Très beau, mais très perdu aussi. Hein. Très perdu, ouais. Une vallée à l'autre, quoi. Ouais, exactement. C'est un peu ça. Ouais. J'aurais fait deux des plus grosses vallées pour le coup de l'horlogerie suisse. Donc là, j'étais plus sur le digital et la création de contenu. Donc ce qu'on est un peu en train de faire là en ce moment d'ailleurs. Donc c'était sur tout ce qui était contenu lié au nouveau site internet, réseaux sociaux, vidéos. J'avais eu la chance de faire par exemple la pub avec Diane Kruger pour GGR où on avait un super tournage. Enfin, c'était vraiment cool comme expérience. Et puis j'arrivais au moment où j'aurais pu basculer sur des postes plus de direction ou partir en filiale pour être directeur marketing d'une filiale ou genre de projet de villa. Puis je voyais ce que faisaient mes boss et les boss de mes boss et ça m'inspirait pas plus que ça. J'avais pas forcément envie de rentrer là-dedans. J'étais pas assez politique aussi. Un peu trop cache-pistache aussi, sans doute. Et j'avais toujours eu un besoin, enfin une envie d'être entrepreneur. J'avais été président d'associations dans les écoles de commerce, des trucs comme ça. Président de l'ISBDE. Enfin, j'étais plutôt en mode entrepreneurship déjà et je savais que c'était quelque chose qui me titillait et qu'il faudrait que je fasse. Et ce que je ne pouvais pas faire du coup dans un grand groupe. Bah, c'est des grosses machines, hein, c'est des grosses maisons, hein, mine de rien. Gérard-Lecoultre, c'est effectivement avec hiérarchie, etc. C'est Ouais, je gère le coude et puis en plus Richemont, donc t'as une double strate. Hein, donc c'est vrai que c'était quelque chose qui m'inspirait moins. Et en fait, t'es très vite cornarqué dans un truc. T'as un peu une petite camisole de force. Même si chez GGR, t'arrives quand même à faire quand même pas mal plus de trucs, je pense, que chez Rolex, où là, pour le coup, c'est vraiment le stéréotype de les tâches divisées au maximum. Et là, t'es un peu en pré-retraite. ouais, c'est Désolé, mais compartimenté. c'est vraiment ça, quoi. Ouais, donc ça, c'est bien en fin de carrière si t'as envie d'être tranquille, quoi, et de faire du bateau à côté. Mais sinon, ouais, non, moi c'est plus l'entrepreneuriat qui me motivait. Et c'est là où j'ai eu l'idée, en portant un vieux chrono de famille, un vieux chrono manuel des années 60, que pas mal de potes trouvaient cool et me demandaient un peu d'où ça venait. Il n'y avait pas de marque dessus, il n'y avait pas de marque sur le cadran, mais c'était un chrono qui était utilisé après par Breitling, par Gérard Perregaux ou des marques comme ça qui venaient stamper en fait leur logo à 12 heures. Ou alors l'horloger du coin à Cognac, à Pau, à Paris, qui venait mettre son logo dessus. Et je me suis dit, mes potes l'ont trouvé cool, mais souvent un peu trop cher. Et je me suis dit, pourquoi pas faire cette version, enfin ce chrono-là, mais accessible, en quartz, fait en Asie, mais pour moins de 200 balles. Mais justement, tu disais tout à l'heure qu'à la base, tu étais prédestiné plutôt au milieu des spiritueux. Et après, tu nous as dit, en sortant d'école, tu es allé direct chez Zénith et Gégère-Lecoultre, mais c'est que tu avais quand même une affinité pour le monde horloger. Ouais, en fait, C'était venu comment ça? En fait, c'est mon père qui était un tout petit collectionneur. Enfin, c'est-à-dire qu'il achetait des montres sur eBay. C'était un peu le début de eBay. Alors, Chrono 24 n'existait pas encore, où tu pouvais faire des petites enchères et tout. Et lui, il aimait bien les petites montres mécaniques, Leap, ou des petites marques comme ça. Ça valait pas hyper cher. Et puis, il avait chopé aussi une Omega Constellation, une vieille Omega Constellation que j'arrêtais pas de lui piquer pour le coup. Des petits diamètres, il me semble, souvent en or jaune. Ouais, Ton père te laissait prendre ses montres. Il n'était pas forcément toujours au courant. C'est ce que j'allais dire. Là, on y arrive, là, on touche un sujet, là. Je sais pas s'il était vraiment au courant. Et en fait, j'aimais bien lui piquer. Il y en a où je lui disais, je te la rends et tout. Et puis, c'est vrai que l'Omega Constellation, au final, je lui ai jamais rendu. Et il me l'a officiellement donné quand j'ai été diplômé d'école, comme cadeau de graduation, quoi. C'est cool. Sympa. Et ouais, c'est une montre que j'ai toujours, que je vendrai jamais. Et pour lequel, j'ai vraiment une passion et que je kiffe à mort, quoi. Et pareil, petit diamètre. Donc, c'est ça, qui m'a éveillé. En fait, c'est la première fois que j'en ai vu une. Qui n'était pas à pile, parce qu'en gros, moi, j'étais sur des Festina avant. J'avais une Festina, je pense une montre Rip Curl, ou une Casio, ou peut-être une Swatch, quoi. On commence tous plus ou moins par là. Voilà, exactement. Et quand la première fois que j'en ai remonté une
et que j'ai vu que ça bougeait tout seul, juste que le mécanisme s'enclenchait, que tu avais un rotor qui venait faire vivre ça, et tu te dis putain mais c'est mortel ce truc en fait. Ça reprend vie tout seul, quoi. Il n'y a pas besoin de changer la pile, quoi. Exactement, et là tu as une espèce de connexion qui s'est faite, et je me suis dit c'est génial d'avoir un objet complètement mécanique fait par l'homme qui au final pourra continuer de fonctionner dans 100 ans, 200 ans. Et c'est là où même, tu vois, la pub Patek de j'en suis le gardien pour une génération. Voilà, ça reste une Omega Constellation qui valait à l'époque, je crois, même pas 1000 balles, mais qui est maintenant un peu plus cher, je pense quand même. Ça a dû prendre un peu, mais qui a vraiment ce truc de transmission. Et j'aimerais bien du coup la filer à une de mes filles quand elles auront l'âge d'emporter et de comprendre. Ouais, l'émotion horlogère. Exactement. Quand elles auront l'âge de te la piquer sans te le dire. De quoi? Pardon? Donc, elles auront l'âge de te la piquer sans te le dire. Ouais, exactement, mais celle-là, faudra pas qu'elle me la pique. Mais bon, après, je dis ça maintenant, je suis malin, mais oui, il y a des grandes chances qu'elle me la pique potentiellement, ouais, c'est clair. Tu passes du coup à peu près 6 ans dans les grandes maisons horlogères, et là tu lances William L. Comment ça se passe? Comment tu décides de lancer William L? Comment tu t'organises pour lancer une marque de montre? Parce que c'est pas quelque chose que tu fais comme ça du jour au lendemain. Puisque tu le fais peut-être avec quelqu'un avec qui tu travaillais dans ton équipe chez Gégère-Lecoutre, ou c'est vraiment un projet que tu as fait dans ton coin? Ouais, c'est vraiment le projet que j'ai fait dans mon coin, en mode le soir quand je rentrais du taf, j'essayais de chercher des fournisseurs pour faire les premiers protos, que j'avais aucun, parce que moi j'étais plus dans côté marketing, côté prod, j'étais vraiment j'ai fait un petit peu de produit chez Zenith, mais j'étais pas. Puis là, pour le coup, c'est complètement différent parce que là, pour le coup, tout est fait en Suisse, en manufacture. C'est de A à Z, quasiment sous le même toit pour ces deux marques-là. C'est des vraies manufactures. Et donc là, je partais sur un business model complètement différent. Et à la base, en fait, je me disais, j'avais un pote qui bossait dans les licences chez Movado, donc ils faisaient les licences pour Lacoste, Hugo Boss et tout. Et je me disais, pourquoi pas faire une licence pour des marques qui n'ont pas encore justement de monde dans leur de marques de fringues, mais qui n'ont pas encore de monde dans leur collection. Je pensais, tu vois, par exemple à De Fursac ou des marques comme ça à l'époque, et je me disais, vas-y, je me disais, le chrono, il est cool, je pourrais leur proposer à ces marques-là. Et puis c'est ce qu'avait fait Diesel à un moment, alors c'est peut-être un peu plus. Ah, mais Diesel le fait, toujours, ouais, c'est ça, toujours, mais effectivement, ils sont à un moment, ils venaient des jeans, et puis un jour, je les ai vus, ils ont commencé à faire des montres, donc c'est un peu dans le même. Exactement. Et pas leur plus belle réussite. Hein. Ouais, non. Je ne commenterai pas. Mais ça a marché. Enfin, le niveau design, c'était spécial. Hein. Mais dans l'idée, c'est ça. Une montre en 52, c'est spécial. Hein. Non, mais c'est clair. Mais tu vois, Hugo Boss, au final, il faisait quand même pas mal de cash avec ça. Lacoste aussi. Donc là, c'est des licences. Donc là, c'est des marques de fringues qui revendent la licence pendant un certain nombre d'années, justement, à des groupes comme Movado ou même comme le Swatch Group pour Calvin Klein, par exemple, qui après vont exploiter la marque et donner un royalties à la fin de l'année ou un retainer's fees. Enfin, en gros, soit une grosse somme en cash plus un pourcentage, soit les deux, c'est un mix de ça. Et je me disais, pourquoi pas faire ça? Sauf que quand tu n'as aucune espèce de street cred avant, tu es juste au marketing dans une grosse marque. Puis en plus, en parallèle de ton job, c'est assez compliqué de démarcher des gens. Donc là, j'ai pris des grosses portes dans la tronche en vrai. Personne ne me répondait ou alors c'était non. Donc je me suis dit, bon, ça va pas marcher comme ça. Et là, je reçois dans les premiers protos que je reçois, il y a justement du coup la réédition de mon vieux chrono des années 50 dont j'avais hérité un peu par hasard et que j'avais fait restaurer à la chaux de fond. Et là, quand je l'ai vu, j'avais pas mis de marque dessus. Et j'étais putain, c'est vraiment trop cool quoi. Ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Ce serait trop con de le filer à une marque, enfin de le revendre à une marque. Mets ta marque à toi. Et c'est là où tu te retrouves devant la classe 14 avec plein de marques qui sont déposées. Tu te dis merde, qu'est-ce que je vais mettre dessus? Et puis je me suis dit, bah vas-y, Guillaume Lédé, c'est un peu éclaté au sol pour un mec aux États-Unis ou en Guillaume. Ouais. Guillaume. Ouais, Guillaume, en plus, c'est imprononçable par, je pense, 95% de la population mondiale. À chaque fois, je leur dis, appelez-moi Bill, quoi. Enfin, genre William, tu vois. Et tu dis William au lieu de Guillaume? Ouais, parfois, quand les mecs arrivent, enfin, surtout en Asie, quand ils galèrent vraiment, à la fin, je dis, en fait, c'est William Guillaume, c'est William en anglais. Ok. Ou Guillaume, c'est, enfin bref, ou l'inverse. Et le surnom William, c'est Bill. Donc, en général, je dis William. S'ils arrivent vraiment pas, je dis tant pis, appelle-moi Space One. Mais non, en vrai, ça arrive vraiment. Mais par contre, c'est ça qui m'a donné l'idée. C'est quand je l'ai vu dans les mains, je me suis dit, faut vraiment que tu le mettes sous ta marque à toi et comment créer une marque. Donc, William plus international que Guillaume. L'aider, c'est trop long et c'est laid en plus en français, c'est pas ouf. Et là, c'était le lancement de William. Exactement. Et ça, ça a pris quand même, je pense,
allez, 9 mois, 1 an, entre le moment où je me suis dit, il y a un truc à faire, le moment où je me suis dit comment je vais le faire, parce que c'était le tout début des sites de financement participatif, donc c'était le tout début de Kickstarter, il n'y avait pas encore eu de Kickstarter vraiment important. Il n'y avait pas eu de gros cartons, en tout cas en France. Il y avait des petits, je crois que c'est KissKissBankBank, je ne sais même pas si ça existait déjà, où il y avait des lancements de marques françaises, mais c'était genre quelques milliers d'euros. Et je m'étais dit non, il faut vraiment faire un truc direct international. Et là où j'ai été l'un des premiers à le faire, c'était choper justement Odinky, des gros blogueurs sur Insta. Attends, t'as réussi à choper Odinky? Ouais, j'étais le premier Kickstarter dont Odinky apparaît. Ok, mais comment t'as fait? Raconte. Eh bah, justement, c'est là où, comme je bossais déjà dans l'horlogerie depuis 6 ans, j'avais quand même un peu de contact. Ouais. Donc, j'avais un de mes potes qui était Roland, qui est maintenant chez Tudor, alors c'est marrant, dans le groupe Rolex, qui était directeur des US pour TAG Heuer, qui avant bossait avec moi chez Zenith. Et parce que moi, j'avais harcelé Odinky, mais j'avais jamais eu de réponse. Tu les avais harcelés comment? Par mail. Ouais, Mail. Ouais, j'avais fait du grand mail, j'avais fait un peu de LinkedIn, j'avais essayé. J'avais jamais eu de retour. Et là, t'as dit salut, je viens de monter ma marque, William. Ouais, voilà mon proof of concept. Guillaume L, 1985. Ouais. En plus, c'était un peu tricky parce que je bossais encore pour GGR. C'était pas officiel en plus que, tu vois, que je faisais mon truc en parallèle. À côté, quoi. Donc c'était un peu, en plus, donc t'es un peu, tu sais pas trop, est-ce que je dois en parler au taf ou pas. Et puis à un moment donné, j'ai dit, je voyais le potentiel dans ma tête, ma famille et mes amis beaucoup moins. Et puis j'avais vu qu'il y avait eu des Kickstarter de monde qui avaient quand même fait des millions, quoi. Donc je me suis dit, il y avait eu genre Filippo Loretti, bon après c'était sur un délire complètement différent. Alors on se parle quand même de l'époque où tu parles de Loretti, il y avait aussi Daniel Wellington qui s'est lancé à ce moment-là. Daniel Wellington toutes ces marques-là, c'est vraiment cette période des marques un peu montres / bijoux, accessoires qui explosent et qui cartonnent. Exactement, ouais. Et début d'Instagram, des placements produits et tout ça. Et donc là, je me suis dit qu'il y avait quand même un truc à faire. Il y avait MVMT aussi aux US qui avait fait bien vu. qui avait fait qui était un de mes bench aussi. Ils existent encore, eux? Ouais. Alors eux, ils ont été rachetés par Movado pour le coup. Oui, mais c'est encore la marque existe encore, il me semble. Ouais, mais alors Movado a détruit un peu le truc. Ouais. Et puis eux, ils ont bien vendu. Je crois qu'ils ont vendu 150 millions ou plus. Les deux mecs qui ont fondé le truc, ils sont bien gavés. Ils ont fait un meilleur exit que moi. Et non, ils ont vraiment bien géré. Mais après, c'est aussi le côté US, gros marché. Enfin, c'est ça qui est assez fou là-bas, quoi. Et donc je fais donc en fait je rajoute en gros dans la boucle, je dis à mon putain, il me répond jamais Odinky, enfin. Et puis il me fait bah vas-y, je vais en parler à Jack Foster. Et c'est comme ça que ça a commencé. Le mec m'a pas forcément répondu au début, puis après j'ai fait bon allez, vas-y, j'ai mis mon pote dans la boucle en copie d'email. Je fais bah Roland m'a dit que voilà, je suis à New York dans 2 semaines, ce serait cool qu'on se voit. Et puis en fait j'avais genre un voyage qui était prévu mais perso, quoi. Et je me suis retrouvé à New York à aller toquer chez Odinky pour leur présenter un chrono quartz à 150-200 balles, quoi. Et alors qu'eux, ils jamais communiquaient déjà sur cette gamme de prix, encore moins sur un Kickstarter. Et Jack Foster a eu un coup de cœur pour le projet, pour le produit. Et c'est ça qui m'a lancé, c'est que le premier jour du lancement du Kickstarter, bon d'abord j'avais la famille, les amis qui avaient acheté pour quelques milliers d'euros, puis après il y a Odinky qui a posté, et puis là j'ai dû faire 50 000 balles ou 70 ou 100 000 balles dans la journée. Et c'est comme ça que ça a fait boule. Effet boule de neige, ouais. Faut remettre en contexte aussi que c'est la période où les sites internet et les blogs ont une force de frappe qui est phénoménale. Ça s'est calmé maintenant, on va moins sur les blogs et sur les sites internet, mais à cette époque-là, c'était un peu les rois du monde pour donner de la force à une marque ou à un projet. Exactement. Et là, clairement, tu voyais vraiment l'effet de l'article en direct. Il y avait une prescription qui est un peu plus compliquée maintenant, qui existe quand même toujours sur certains, mais qui a fortement diminué, ça c'est clair. Puis parce qu'il y a eu aussi plein de nouvelles marques aussi, il y a eu peut-être un effet de lassitude aussi. Ouais, en fait, je me suis dit, je vais pas juste demander à la Charente Libre de me faire un article et puis à l'Est Républicain, qui l'ont fait derrière, parce que j'avais un Cognacé a fait 100 000 euros sur Kickstarter. Et alors là, du coup, j'avais harcelé BFM Business, où j'étais passé en plateau, j'avais fait ça. J'avais fini par avoir JQ France aussi, qui était assez important à ce moment-là, qui m'avait fait un article. Pareil, ça avait poussé. Et puis après, j'avais commencé mes premières pubs sur Facebook. Donc, je manageais mon compte Facebook, le compte Insta, la newsletter, enfin le site internet. Tu faisais tout ça tout seul. Ouais, en fait, j'avais vraiment fait tout seul. À côté de GGR Locos. Ouais, sauf que pour pouvoir lancer le truc, il fallait que j'émissionne de GGR.
En fait, j'étais allé voir ma boss à un moment donné. Je lui avais dit, écoute, j'ai quand même avancé sur un truc en parallèle. Ça fait 3 ans que je suis dessus. Non, ça fait pas 3 ans, ça faisait même pas 1 an en fait. Donc, et je lui ai dit, écoute, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je peux le lancer en parallèle de mon job? Elle a fait, bah écoute, on va aller voir le DRH et puis on va voir. Elle savait pas trop. Et le DRH m'a dit, bah non, c'est mort, tu bosses pour nous, tu fais pas ton truc à côté. Je fais, bah écoute, La flexibilité. Ciao, quoi. ouais, j'ai dit, bah écoute, ouais, bah tu sais quoi, bah je vais démissionner. Et puis au début, il pensait que jamais je démissionnerais, tu vois. Et puis le lendemain, je suis allé claquer madame au RH avec ma petite lettre, quoi. Et là, tu te dis, tu te barres d'un job où tu gagnes quand même très bien ta vie en Suisse. Tes parents ils disent, mais t'as taré. Et là, t'as plus de sécurité, quoi. Ouais, t'as plus de sécurité. En plus, comme un con, j'ai démissionné, donc je me suis même pas fait virer ou j'ai pas fait Oui, donc rupture pas d'aide financière. T'as pas de chômage, t'as quand même pas mal de mecs qui arrivent à faire une rupture ou qui arrivent à se faire virer. Et là, t'es rentré à Paris, quoi. Et là, ouais, et en plus, c'était le moment où, ouais, mon ex-femme, du coup, elle voulait rentrer aussi à Paris. Donc, c'était l'occasion aussi de rentrer à Paris. Le Kickstarter, heureusement, s'est bien passé. Je fais 192 000 €, un truc comme ça. Donc, c'était le premier Kickstarter français à vraiment percer. Et t'avais mis quoi comme but au début sur ta cagnotte? 25 000, je crois. Ah ouais. 30 000. Donc, on l'a éclaté assez vite. Explosé, ouais. Enfin, je l'ai éclaté assez vite, pour le coup. Et puis après, je me suis retrouvé avec, je sais plus combien, 1500 ou 2000 montres à envoyer tout seul. Puis, d'abord à produire. Ah, ça. Et surtout après à faire des shipping, à faire des petites boîtes. En plus, j'avais fait plein de références différentes, des bracelets et tout. Je me suis dit, oh, putain, quand je me suis retrouvé tout seul devant le bourbier, quoi. Tu sais, je reçois la palette. Ah, t'as dû t'amuser. Ah ouais, j'en ai vraiment chié là. Là, je me suis dit, mec, c'est l'entrepreneuriat où vraiment, quand tu fais tes FedEx et tes Chronopost et que tu en fais un en, je sais pas, en 15, 20, 30 minutes, qui après, il faut que tu fasses ton label, il faut que tu le fermes, il faut que tu fasses le truc bien et que tu te rends compte que dans ta journée, tu en as fait. Et qu'il t'en reste 1480 Voilà, derrière. exactement. Et là, tu te dis, mais comment je vais faire? Et là, t'es tout seul, il y a personne. Ouais, alors là, j'étais tout seul. Et c'est à ce moment-là où j'ai un investisseur qui a voulu rentrer. Et j'ai même eu plusieurs en fait propositions. Et puis là, tu vois, c'est ta première fois où tu es un peu, est-ce que je vends un pourcentage de ma boîte? Est-ce que comment je m'associe? Moi, j'avais pas trouvé de Fusac, tout ça, donc je connaissais pas tous les trucs. Tu as des mecs qui sont plus expérimentés que toi, qui ont beaucoup plus d'argent, qui viennent te voir, qui peuvent aussi te dire des trucs. Et tu te dis, qui disent le fameux truc, est-ce que tu préfères avoir 100% d'une boîte ou 50% qui fait 50 000 balles par an ou 50% qui fait 5 millions, tu vois. Ouais, et puis la vérité, c'est que t'en sais rien à ce moment-là. T'en sais rien parce que déjà, t'as pas d'expérience. Non. Et puis surtout, tu sais même pas ce que la marque va faire, en fait. Exactement. T'es encore en train de faire tes colis. Ouais. T'as même pas encore de retour. Enfin, parce que ça allait hyper vite. T'es passé entre le projet à vraiment devoir shipper des produits où t'avais même pas encore produit. Exactement. Assez rapidement. Donc, ça allait hyper vite. Puis tout seul. Donc, c'est d'autant plus compliqué, quoi. Exactement. Et en plus, avec zéro expérience dans l'entrepreneuriat, moi, ma grosse faiblesse, ça va être clairement tout ce qui est comptabilité, juridique, tout le back-office. C'est pas le truc qui me fait kiffer, quoi. Les TVA, les trucs comme ça. T'aimes pas ce genre de sujet? Non, vraiment pas. Mais moi, je suis plus créatif, vendeur, marketing, ça, aucun problème. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, vas-y, je vais m'associer. Il va prendre la partie plus admin, back-office. Il a déjà une plus grosse boîte. Ça va m'aider là-dessus. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, bah, vas-y, lâche une partie, mais allège-toi de toute cette partie-là. Et c'est aussi à ce moment-là où, justement, le mec qui gérait la distribution pour Daniel Wellington, Icewatch, est venu me voir pour me dire, j'aimerais bien bosser avec toi, on pourrait faire la même chose, on pourrait faire des millions de mondes par an si tu passes par mon réseau. Mais par contre, je prends 30%, faut faire 30% de discount. Et après, tu tombes dans le truc de la distribution où tu es obligé de faire des centaines de milliers, voire des millions de mondes pour vraiment être rentable. Tu commences dans un délire avec les stocks, des gros stocks pour fournir du coup les distributeurs qui sont un relais entre toi et les points de vente. Donc au final, tu leur lâches 70% de marge. Et puis déjà, tu margeais pas beaucoup parce que tu es sur des prix qui étaient très. Ouais, moi, l'idée, en plus, je voulais offrir le plus de valeur pour le prix. Ouais. Donc du coup, de passer là-dedans, c'est là où j'ai fait une erreur. Je me suis dit, ouais, de toute façon, c'est pas grave, tu vas faire pas mal de volume et tout. Les mecs te font des business plans de dingue. Vas-y, c'est bon, quoi. Et sauf qu'au final, il y en a plein qui n'ont pas fait les business plans. Donc les 2 premières années, ça s'est super bien passé. C'était vraiment, on est passé de 0 à peut-être 3 millions de chiffre d'affaires. Donc ça représentait combien de montres? Au plus haut, je crois qu'on faisait 40 000 montres. Ah vache. C'est énorme. Hein. Alors ça paraît énorme, mais Daniel Wellington, ils sont montés à 1,5 million par an.
Ouais, mais 40 000 montres, c'est en 2 ans, 3 ans, ça allait très vite. Ouais, justement. C'est ça qui est chaud, quoi. Ouais, exactement. Mais Wellington ou Icewatch, tous les ans, ils faisaient ça. Oui, mais il y avait des années et des années, ils avaient la structure, les grosses équipes. Ouais. Parce que même en termes de logistique, et puis on parle même pas du SAV, parce que forcément des mecs qui disent bah voilà, ça marche plus, qu'est-ce que je fais? Il faut gérer tout ça. Normalement, tu as des équipes qui gèrent, enfin, tu as des grosses équipes bien pour sûr. gérer la pré-prod, la prod, le logistique, le SAV. À 400 000 montres, il y a très peu d'horlogers qui font ça. Hein. Non. Mais c'est là où les gens se rendent pas compte en fait des volumes que font les marques fashion ou qu'on fait à ce moment-là les marques fashion. C'est des millions de montres par an, vraiment. C'est incroyable. 1 million de montres par an, comme tu disais sur Daniel Wellington, c'est ce que fait Rolex. Ouais. Exactement. Voilà, donc ils vendent autant de montres que Rolex. Ouais, à ce moment-là, ils ont même monté, je crois, le chiffre à presque 200 millions de chiffres. Avec un EBIT à 80 millions. C'est monstrueux. Il me semble que la Moonswatch, pour parler quelque chose d'un peu plus actuel, ils ont fait les 2 millions ils ont presque touché déjà les 2 millions d'unités vendues. Ouais, mais t'as Swatch derrière. Ouais. Oui, non, mais tu vois, t'as la puissance du gros Swatch. Ah oui, c'est pour pas comparable, mais c'est pour dire qu'effectivement, c'est énorme. Ouais, c'est énorme, mais ça s'est vachement cassé la gueule après. Enfin, du coup, les montres fashion ont beaucoup décliné parce que les gens se sont rendus compte que acheter une fashion watch Hugo Boss ou Lacoste à 500 balles, alors que tu as la même chez William Hill ou chez Baltic ou chez Furlan Marie pour un tiers du prix, avec autant de qualité, voire plus. Là, il y a ça aussi qui a commencé à switcher. Et puis aussi l'effet de mode qui est passé et qu'ils préfèrent avoir des montres plus horlogères ou pas. Et puis après, tu as les smartwatches aussi qui sont rentrés dans le game. Tu as Apple Watch qui a tout cassé quand même globalement. Et du coup, là, on est. T'es sur William Hill, tu viens de revendre, enfin, tu viens de t'associer du coup avec le distributeur. Ouais. Comment ça se passe? Tu te retrouves du coup, tu vends 40 000 montres par an. Ouais. T'es dans combien de boutiques? À un moment donné, on était dans plus de 500 points de vente. Donc j'avais une filiale en Chine. On avait un bureau à Shenzhen. On avait un bureau à Hong Kong. Bureau à Paris. On était une petite quinzaine, je pense, à un moment donné. Donc tout va bien et tout. Puis après, là, c'est là où le moment où tu as le sell-out qui se fait pas forcément aussi bien que prévu. C'est-à-dire, sell-out, c'est quand les montres sortent des magasins. C'est-à-dire, par exemple, le magasin va t'acheter 25 montres. Et si dans le mois, il les a pas toutes vendues ou s'il n'en a pas vendu un tiers, que le stock tourne pas assez vite, il se dit bon, bah William Hill, c'est nul, je vire et je fous une autre marque. En gros, il veut pas perdre trop de temps. Et il se dit bon, bah là, la rentabilité, elle est pas suffisante. Et là, tu te retrouves justement du coup avec des premiers points de vente qui vont pas assez vite parce que ta marque est pas assez connue, parce que tu n'as pas la force de frappe d'autres plus grosses marques ou de plus gros groupes. Et là, tu as un turnover qui se fait assez rapidement. Et sauf que toi, tu as produit dans l'expectative de faire tant de volume de pièces et que tes pièces se produisent en 3 à 5 mois. Donc, et puis tu dois avancer ton cash parce que tu payes tout en avance. Donc tu payes toute ta prod en avance avant d'avoir vendu tes montres. Là, t'as pas comme ce que j'avais fait au tout départ, la précommande qui te permet d'avoir ton cash-in. En gros, tu as un BFR négatif parce que ton fonds de roulement, il est avancé par ton client final. Donc en plus, c'est là où tu fais le plus de marge. Là, tu te retrouves à faire de l'avance de besoin de fonds de roulement à des mecs qui te payent en plus parfois à 2 mois ou 3 mois ou ne te payent pas même. Donc, et là, ta trésorerie est vachement impactée. Et la gestion de la trésorerie sur un business en plus qui est un peu moins rentable avec la distribution, là, il faut avoir les reins plus solides. Et c'est le moment où ça a craqué. Puis tu as la gestion du stock, parce que tu sais pas, tu as des invendus, tu produis une quantité donnée, mais tu sais pas si tu pars du principe que tout va être vendu. Ouais, ça. Mais si tu vends 80%, déjà, tu vends frais, et puis en plus, tu as du stock. Ouais. Et quand tu as un distributeur qui dit je vais faire 50 000 montres cette année, il en fait que 5 000, tu as 45 000 de delta. Ta pièce, elle est bien remplie avec les 45 000 montres que tu récupères. Ouais, bah t'as ça, ouais. Et puis sauf que ton stock, après, il s'éparpille. Donc, t'as une gestion multiple, tu perds de l'argent sur les shipping. Donc, au final, ta renta, elle est morte, quoi. Surtout que tu as beaucoup moins de marge sur la distribution. Donc, c'est là où ça a commencé à bien gripper fort. Où l'associé, où tout allait bien, bah, tout va pas bien, du coup. Et puis, au moment où tu dis, bah, il t'abandonne complètement, il fait, bah non, bah, vire tout le monde et on arrête, quoi. Moi, je mets plus de cash. Je fais, ah ouais, ok, c'est super. Donc, bizarrement, d'un coup, tu passes de tout va bien à tu dors plus. Ta vie d'entrepreneur où tu es en la une de GQ, montre et tout. Bon, là, tu n'as plus rien. Tu as un peu honte, tu sais pas trop quoi faire. Tu es un peu dans la merde. Tu verses plus de salaire. Tu as ta femme qui te dit qu'est-ce qui se passe. Tu dis, tout va bien. Tu veux pas retourner chez Gère Lecout, c'était bien quand même. Ouais, mais il y a un moment donné, je me disais, merde, et moi, je me voyais plus repartir. Je me suis dit, putain, mais comment je vais faire? Je pourrais jamais repostuler dans un grand groupe, quoi. Comment tu te sens? Comment tu réagis à ce moment-là? Là, en vrai, j'étais pas hyper bien. Grosse remise en question. Ouais, grosse remise en question. Enfin, en gros,
tu as été un peu, pas adulé, mais presque, quoi. Tu as des équipes que tu as engagées et tu te retrouves à devoir virer un peu tout le monde au fur et à mesure. Tu fermes ton bureau à Shenzhen. Tu commences à devoir du fric à des fournisseurs. Tu as commencé à des mecs qui te mettent en mode je vais aller au tribunal de commerce. Toi, tes cautions personnelles, parce que du coup, il y avait des banques qui nous avaient prêté du blé pour justement le besoin de fonds de roulement. Tu te retrouves à devoir, à te dire putain, je suis caution perso de 50 000 balles, je me paye plus depuis 2 ans, comment je vais faire pour payer? Enfin, là, c'est chaud, quoi. Et puis tous ceux qui étaient derrière toi au taquet quand ça marchait. Après, tu as moins de monde, forcément. Mais après, tu dis pas forcément aussi que tout va mal, parce que tu as honte, en fait. C'est le truc de l'entrepreneur où tu te dis non, tout va Tu bien, te rassures. je suis une machine, Ouais, c'est cool. t'essaies de te rassurer au maximum, d'essayer de trouver des solutions. Ou Ouais, t'essaies à fond de trouver des solutions. Et après, tu tombes aussi dans le truc, bah merde, tu es obligé de faire une vente privée. Donc, tu as la vente privée qui vient te voir et qui te fait ouais, ok, mais on fait, mais moins 75%, tu vois. Et là, quand tu commences à mettre le petit doigt là-dedans, tu te retrouves avec ta marque qui est de la value, elle décote à mort. Donc, le mec a payé sa montre full price et qu'après la voit sur vente privée 6 mois après, ou même moins, il pète un câble. Et puis après, du coup, les gens, ils attendent les ventes privées, ils achètent plus full price. Donc, ta marque, elle est morte. Et là, c'est descendre aux enfers. Ouais, donc du coup, quand tu vois une marque sur vente privée, c'est que en général, on est sur la fin du. Ouais, clairement. Alors, c'est. Surtout une marque de luxe, en fait. Enfin, Ouais. Ouais, bah après, c'était pas du luxe. Non, non, c'était pas du luxe. C'était de l'access quand même. C'est de l'access, ouais. Mais avec une image plutôt cool, quoi. Et en fait, après, tu tues ton image de marque en faisant ça. Et au final, tu butes ton business online à full price. Et aussi, tu butes tes relations qui te restaient avec des distributeurs parce que eux, ils ont les montres en magasin à full price. Tu leur as dit qu'il fallait pas discounter. Et là, tu te retrouves, eux, ils voient et ils t'envoient direct des messages. Ouais, tu tires une balle dans le pied, quoi. Et Ouais. puis en fait, tu fermes le futur, enfin l'avenir de la boîte, quoi. Exactement. Ouais. Exactement. On est en quelle année à ce moment-là? Donc là, j'ai lancé quoi en 2010. Ça a duré jusqu'à 2014, 2015. Donc là, tu étais à 2014, ouais, ça commençait vraiment, les 2 dernières années vraiment compliquées. Les dernières années, et tu fermes la boîte? Et là, du coup, tu te retrouves dans la position qui est la plus dure, je pense, pour un entrepreneur, honnêtement. C'est de devoir Accepter ton échec. accepter ton échec et faire faillite, en fait. À quel moment t'as accepté ton échec justement et tu t'es dit ok, vas-y, bah ça y est, c'est là, c'est maintenant, il faut que je ferme ça, que je passe à autre chose? Point de retour, quoi. Ouais, le moment où tu dors plus, le moment où c'est trop, ou le moment où tu te dis putain, il y a ce mec-là qui va m'appeler parce que je lui dois du blé. Où tu commences à sentir que la banque, elle veut voir son blé aussi, que tout le monde te met la pression pour ça. Et là, tu te dis, là, je peux plus en fait. T'as un moment où je me suis dit, non, je peux pas continuer comme ça. Je vais me miner la santé. Tu rentres le soir, il y a ta femme qui dit alors comment ça se passe aujourd'hui. Ouais, voilà, exactement. Tu sais pas trop quoi répondre. Tu sais pas quoi répondre. Là, tu es un peu désabusé. Et tu dis, là, faut arrêter, sinon ça va empiéter trop déjà que ça empiète sur ta vie perso. En plus, je venais d'avoir un enfant à ce moment-là. J'avais ma première fille qui avait 2 ans, tu vois. Elle dormait pas des masses non plus. C'était entre la fille qui dormait pas et tout d'un coup là. ah ouais, là, vraiment, tu fais le gros downfall, c'est vraiment. Et puis tu dis, putain, qu'est-ce que je vais faire derrière? Parce que je peux plus vraiment bosser dans une grosse boîte. Faut que je trouve un autre projet. Et c'est là, au moment, donc, je dis, bon, c'est bon, là, je peux plus. Je vais au tribunal de commerce. Je dis, écoutez, bah là, voilà, j'ai cette boîte. Je suis actionnaire majoritaire. Puis là, j'étais tout seul. Hein. L'associé, tout le monde est parti. Hein. Là, pour le coup, démerde-toi. Et je vais fermer la boîte. Donc, je fais mise en faillite, quoi, liquidation. Quoi. Donc là, tu rentres dans un truc que je connaissais pas non plus aussi. C'est les administrateurs judiciaires. C'est le mec qui estime ton stock, qui estime qu'est-ce qui reste, quelles sont les créances. Ouais, la valeur de la marque potentielle ou pas. Il te dit, tu aurais dû venir nous voir avant parce que là, c'est déjà trop compliqué pour revendre la marque. Donc, il faut faire une liquidation. Finalement, il y a eu une annonce qui est passée. J'avais passé une annonce sur Fusap ou des trucs comme ça où il y a un entrepreneur français qui a trouvé le projet cool. Il s'est dit, bah, vas-y, moi, je vais reprendre la marque, mais au tribunal en payant le minimum des dettes et juste en récupérant la marque et en essayant de récupérer le moins de dettes possible. Et là, justement, c'est là où je me suis dit, bon, c'était la dernière chance un peu. Il me dit, bah, je veux bien récupérer la marque, mais seulement si tu restes dedans et que tu continues à diriger le truc. Mais tu es salarié. Donc, en gros, tu te retrouves salarié dans la boîte que tu as créée. Et là, tu dis. Ça, c'est dur, ça. Ça, c'est dur. C'est encore plus dur, en fait, parce que du coup, tu as un mec, en plus, qui connaissait pas grand-chose à l'horlogerie. J'ai une marque qui porte ton nom. Ouais, en plus. C'est pas. Non, lui, il va dire qu'est-ce qu'il faut faire. Exactement. Il sait même pas de quoi il parle. Alors que lui, il était plutôt dans l'IMO et il avait pas il était beaucoup moins dans
dans l'horlo. Donc, on était au final, je me suis dit, c'est un mal pour un bien. J'ai récupéré en plus de plusieurs salariés comme ça aussi. Donc, je me suis dit, on va pouvoir continuer le truc. Et puis, au final, au bout de 6 mois, je me suis rendu compte que c'était pas possible. En plus, on avait des idées beaucoup trop différentes, des caractères complètement aussi différents. Et quand tu es associé un peu par défaut, ça marche pas forcément. Et donc, là, je me dis, merde, qu'est-ce que je vais faire? Et en discutant, en fait, avec Rémi Chabra, le président de Montrichard, qui était un de mes fournisseurs, qui faisait justement une partie de ma production sur William L. On se discute à Saint-Germain. Il revenait de Hong Kong, lui, parce qu'il habite là-bas. Il habitait là-bas à ce moment-là. Enfin, il habite toujours là-bas un peu d'ailleurs. Et on arrive à parler de Nivada dans la discussion. Je ne sais plus comment exactement. Et je dis, putain, mais Nivada, mais tu connais le mec qui a Nivada? Et il fait, bah ouais, c'est Andrés, c'est tout. Je suis c'est qui? Bah, c'est un milliardaire mexicain qui en gros possède pas mal de trucs et qui a les droits de Nivada, mais qui les exploite plus. Et je dis, putain, mais c'est trop con parce que Nivada Green Chain, c'est une marque vraiment sympa. C'est un peu comme Tag, comme Omega à l'époque, mais qui a complètement disparu avec la crise du quartz et qui a pas été relancé comme il faut. Il s'est rien passé, quoi. Pour mettre un peu de contexte et de détails, t'inquiète, pour mettre un peu de contexte et de détails, Nevada à cette époque-là, ils utilisent des mouvements Valjoux, ils utilisent des cadrans qui sont aussi pris par Rolex. Ce que tu me racontais la dernière fois, il y a beaucoup de pièces de chez Nevada qui sont utilisées dans les très très grandes maisons horlogères dans ces années-là en tout cas. Exactement, il y avait sur les chronos, sur la Chronomaster Aviator Sea Diver, qui était un peu la smartwatch de l'époque, avec 9 fonctions. Tu avais vraiment ils utilisaient cadran Singer comme les Rolex Datto. Tu avais les Valjoux 23 comme sur les Datto, comme tu avais aussi la première montre étanche à 1000 mètres, c'était la Defmaster. Donc tu avais déjà de la R&D assez forte, ils faisaient des millions de montres par an, ils étaient très forts aux US, en Amérique du Sud, donc, et en Italie c'est très connu aussi, dans les Balkans. Enfin, tu avais vraiment une histoire de marque assez folle, mais c'était une dormante en fait. Dormante complète, quoi. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, putain, t'as peut-être une opportunité pour te refaire. En plus, Rémi, je lui devais, je sais pas, 120 000 balles. Petite somme comme ça, 3 fois rien. Ah ouais, là, t'es là, chez La Durée, à Saint-Germain. Tu lui dis, bon, on va s'arranger. Ouais. Tu payes le café. Ouais, je sais même pas, tu vois, la fierté, je sais même pas qui a payé les cafés, pour le coup. Mais je me dis, comment tu peux retourner la situation? Et c'est là où j'ai eu l'idée, où je me suis dit, il faut faire ça, faut relancer. Et puis, pendant le call, il me fait, bah, vas-y, on appelle le Mexique. Parce que je lui en parlais, c'était vraiment, c'était un peu du brainstorming à voix haute, quoi. Et là, il appelle un de ses potes qui était au Mexique, justement, qui bossait avec ce Mexicain-là. Et il lui parle de l'idée. Donc, le milliardaire mexicain dont tu lui parlais. Exactement. Et là, il dit, oh, bah, pourquoi pas, faites-moi un business plan. Et là, je repars de ce truc où j'étais un peu parti en mode la queue entre les jambes pour limiter la casse avec Rémi, pour lui dire, écoute, comment on fait pour le paiement, et puis tu te retrouves avec une idée et tu te dis, ah, il y a un truc à creuser. Donc c'était le distributeur de Omega, Patek Philippe, au Mexique. Donc un gars qui s'y connaît déjà en horlogerie. Ouais, exactement. En fait, c'est une grosse famille qui distribuait pas mal de montres, de marques de montres suisses. Ils avaient même une usine Omega au Mexique, parce qu'à ce moment-là, Omega... Une usine Omega au Mexique. Ouais, en fait, tu as des Omega mexicaines, tu as des Speedmaster mexicaines que tu peux retrouver là-bas. Et c'est pour ça que c'est un terrain de chasse de pas mal d'aficionados d'Omega. Le Mexique. T'as les Rolex aussi qui fabriquaient certains composants comme les bracelets au Mexique. Ouais, exactement. On les retrouve sur le vintage. Mais là, ils assemblaient là-bas. Ouais, il y avait de l'assemblage. Après, je suis pas un grand spécialiste de Omega et de l'histoire mexicaine, mais il y a des cadrans justement qui ont il me semble qu'il y a un tropique, enfin, qui ont un vieillissement différent parce que c'est des Omega mexicaines. Enfin, t'as un vrai truc de geekos à aller chercher là-dessus si t'es énervé sur Omega. Trop sympa. S'il y a des connaisseurs de cette période Omega Mexique, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça nous intéresse d'avoir plus d'infos. Ouais, tout ça, tu savais pas en plus. Ouais. Ben non, je l'ai appris quand on en a discuté. Parlé, bien sûr. Ouais. Bah moi non plus, je t'avoue, je sais. Je l'ai découvert quand une fois, je sais pas, on en a parlé. Entre deux shots de tequila avec. Moi, je tombe sur une Omega avec marqué Made in Mexico. Ouais, tu peux te poser des questions. Bah, moi, c'est un fake en fait. Ouais, bien sûr. Tu vas direct. Moi, je savais, comme je te disais, sur Rolex, mais je savais pas sur Omega non plus. Parce qu'en fait, il me semble que c'était des problèmes de douane, je crois, ou de. Possible. Il doit y avoir un truc. Et on va creuser. Logiquement, c'est ça, parce que par exemple, sur le Brésil, tu as des droits de douane qui sont délirants. Par contre, si tu assembles ta montre directement au Brésil, en fait, si tu exportes seulement les composants et que tu fais l'assemblage là-bas, tu
tu gagnes justement l'espèce de 100% de taux de douane délirant que tu peux avoir. D'ailleurs, ça me fait penser dans la série Anecdote de ouf que tu me demandais, puis j'étais sec là, il y a des trucs, je me rappelais plus. Le Mexique, en fait, j'ai un de mes potes qui a été sauvé de prison, en fait, en gros, au Mexique, grâce à une William L. Grâce à une montre à 250 €. Grâce à une montre un peu plus chère, c'était les premières automatiques que je faisais. C'était l'Antarctique, comme ça, c'est Nevada. C'était les petites divers années 70, automatiques. Donc, c'est un pote suisse qui part en vacances au Mexique. Avec sa William L au poignet. Avec sa William L au poignet. Donc, du coup, il met pas sa Rolex ou sa Patek. Chose logique au Mexique. Voilà, tu fais plutôt attention. Daniel, hein. Donc, je sais. Tu confirmes, c'est bon? Ok. Désolé. et donc, il se dit, ouais, je vais pas prendre ma montre hors de prix pour faire du camping, enfin, faire un peu le touriste là-bas. Et il met sa William L et il se fait arrêter par les flics avec sa compagne. Et là, fouille au corps, fouille des valises et tout. Ils étaient un peu partis en mode campeur, quoi. Et dans ses affaires, ils trouvent un truc au CBD. Ah merde. Donc, un truc pour dormir, je crois. Enfin, même pas vraiment de la weed ou quoi, hein, vraiment un truc, il avait marqué CBD. Et là, les mecs commencent à se dire, à leur dire, on va vous mettre en prison, on va vous ramener au commissariat. Et ils n'avaient pas de cash sur eux en plus à ce moment-là. Et il lui dit, bah vas-y, qu'est-ce que tu portes au poignet, quoi? Et puis il avait ça, William L automatique. Il se dit, oh, bah, c'est bon, là je suis mort. Sauf que non, bah je sais pas, là ça a dû plaire aux flics et il a filé ça. Il a filé sa 70s diver aux flics et il s'en est sorti, quoi. Donc là, aujourd'hui, on a encore un Mexicain policier qui se balade avec une William L. Exactement. En 2024. Si tu le regardes, n'oublie pas. Si tu nous regardes, Pablo, essaye de. Ouais, il a été cool avec mon pote au final, mais ouais, non, et puis en plus, il m'a dit, ouais, ils étaient vraiment vénères, quoi. Donc, donc une William L peut sauver d'un contrôle drogue CBD au Mexique, quoi. Donc, si vous avez encore une William L chez vous, gardez-la, ça peut servir. Exactement. Partez en vacances avec. donc ça fait partie des anecdotes assez marrantes, quoi. Pas mal. Et donc, alors, tu t'associes avec ce milliardaire mexicain pour développer du coup Nevada qui était dormant. Alors, je m'associe avec Rémi Chabra de Montrichard. D'accord, ok. Donc, avec qui tu bossais déjà? Avec qui je bossais déjà. Et à qui tu devais de l'argent? Qui était mon fournisseur avec qui je devais du blé. Et un peu pour me sortir de la situation, je lui propose de relancer Nevada. Et c'est là où il me fait confiance, il me demande le business plan, je le fais. Donc là, du coup, je peux dire que le business plan, je l'ai fait rapidement. et on a un accord quelques mois plus tard, en gros. Là, je commence même à bosser avec lui sur d'autres trucs, à faire du consulting un peu chez lui. C'est comme ça que j'ai commencé à faire du consulting au tout début. J'arrête complètement William L, avec qui je ne m'entendais pas. Et là, je dis, bon, écoute, désolé, mais bon, enfin, puis lui, de toute façon, bref, on s'arrête là. On s'arrête là. Il continue à l'opérer toujours, hein, d'ailleurs. Il y a toujours un site e-commerce qui fonctionne. Mais je ne sais pas trop à quel niveau. Et je commence à bosser avec Rémi. Et donc, ça prend 6 mois pour faire les premiers protos des Chronomasters. On est en quelle année, là? Donc là, on est en 2009. Non, 19. 2019. Attends, mais 10 ans de plus. Voilà. Il suit. Ouais, 2019, c'était Zénith, justement. Donc, ouais, on est 10 ans de plus. Ouais. Donc, 2019, ouais, parce qu'on a lancé en juin 2020. J'ai retrouvé, là, je faisais justement des chiffres là-dessus. La Covid. Ouais, exactement. On se retrouve plein Covid. Super timing. Super timing. Bravo. Les boutiques, les events, les soirées, le porte-à-porte, la totale. Et du coup, ce que je dis à Rémi pour relancer Nevada, c'est que je vais faire de la précommande. Je vais faire comme j'ai fait sur Kickstarter avec. Tu reprends les succès de... Et en fait, j'associe ce que j'avais fait sur William L avec ce que j'ai appris chez Zenith et chez Gérard Lecoutre. Et en fait, le côté un peu. En fait, je voulais que Nevada soit le Swiss Made accessible, qui était déjà en train d'être abandonné par pas mal de marques. Il y a 4-5 ans déjà. Il y a 4 ans. Et je me suis dit. Tu peux pas lui demander de payer un stock, tu lui dois du blé en plus, donc vas-y, on fait une précommande, tout digital, je m'occupe de RP, du site, de tout, site Shopify, pas cher, développement bref, je mouille la chemise à mort, et je vais voir Olinky, je vais voir Monochrome, je vais voir Fratello, je vais voir tous les gros blogueurs, Watchanish sur Instagram, le petit français en France, tu vois, j'essaie un peu de, tu vois. Un petit gars, un petit gars en Porsche. et bref, et je me dis, vas-y, comme ça, il n'y a pas de risque. Et on fait la première précommande et on fait quasiment un demi-million d'euros
en quelques Ouais, là, la recette prend, quoi. Tu décides de placer tes montres sur quelle gamme de prix du coup? En fait, je me suis dit, j'ai regardé en gros sur ce qui se vendait tu vois, sur le Linky Shop, et je voulais avoir un peu l'heure minute seconde en entrée, le chrono en entrée. Donc j'ai regardé un peu les prix les plus accessibles qu'il y avait déjà sur ces complications-là. Et je me suis dit, mettons en dessous, ou moins de 1000 balles sur l'heure minute seconde, moins de 2000 sur le chrono, et essayer de toper ça et faire le maximum de ventes en digital en précommande au début. Ok. Sachant que au début, on a lancé que la Chronomaster, tu vois. On s'est dit, voilà, on en lance qu'une, et après, en fonction du succès, ce qui est ouf avec Nivada, c'est que tu as un back catalogue qui est incroyable avec Antarctique. On a Il y a découvert. l'histoire, en fait. C'est une marque qui existe depuis un paquet d'années. Donc, Il y a une collection, histoire, marque créée en 1926, donc tu as un vrai patrimoine horloger. Et souvent, on me demande c'est quoi le plus facile, de créer une marque from scratch ou de refaire vivre une marque. Et globalement, c'est comme, c'est vrai que, après, c'est différent parce que Space One, tu vois, ça marche super bien, mais j'aurais jamais cru à ce point-là. Mais c'est quand même plus simple d'avoir déjà un back catalogue, tu vois, quand tu vas faire la collection l'année prochaine sur Nivada, j'ai poncé les archives, j'ai poncé Chronoman 4, eBay et compagnie, et c'est comme ça qu'on a trouvé la F77 que tu portes. C'est grâce à je crois que c'est un collectionneur qui m'a demandé si c'était un Frankenstein ou pas sur Instagram, et après j'ai cherché, j'en ai trouvé plusieurs justement sur eBay, et Chronoman 4, j'ai tout acheté. Elles étaient à 600 balles ou 700 balles. Maintenant, ça a augmenté. En plus, c'est ça qui est bien. Et je me suis dit, je la partage sur Insta. Et c'est ce que je fais beaucoup dans le processus créatif. Je partage d'abord sur Instagram, en story ou en post. Je demande l'avis un peu de la communauté. J'ai aussi maintenant un WhatsApp avec. pour la température. Ouais, exactement. Plusieurs centaines de collectionneurs Nivada. Et on regarde en fonction de ça. Je vois si ce projet-là, il va être plus ou moins successful, si ça vaut le coup de le rééditer, s'il y a suffisamment d'intérêt ou pas. Et c'est comme ça que toute la collection a rené. Pareil, le Chronosport là, cette année, c'est grâce à ça. Il y a quoi qui arrive du coup bientôt? Là, il y a la F77 céramique dans 3 semaines. Là. Black céramique, et aussi avec, il y aura aussi un cadran Meteorite. Et tu parlais de Space One. Ouais. Et en fait, donc, je relance Nivada. Donc ça se passe plutôt bien. On est parti de zéro. Là, cette année, on va faire plus de 6000 montres. C'est énorme. Donc c'est assez énorme. On va faire la moitié en plus du chiffre maintenant avec aussi les points de vente. Donc on a des points de vente en direct avec qui on bosse. Donc tu as quand même choisi de remettre tes montres en point de vente et pas de faire que du digital. Mais sans distributeur. Pas distributeur. Exactement. En fait, la différence, c'est qu'on fait justement, on vend direct chez point de vente. On passe pas pour un mec entre les deux. En fait, le truc qui est en train de disparaître aussi dans l'horlo et dans pas mal de métiers, c'est le côté intermédiaire que tu retrouves dans différents industries, dans les fringues et compagnie. Ouais. Et c'est vrai que c'est un poste qui voit disparaître dans pas mal d'industries. Donc tu as appris de tes erreurs. Ouais. Et là, je fais zéro distribution, zéro vente privée, zéro discount. On fait aucune vente discountée. On a plein de mecs qui nous demandent toujours des codes promo, mais on fait pas. Et on dit fair price, prix juste toute l'année et pas de discount, pas de Black Friday. Sauf pour les écouteurs, les auditeurs de Retrograde Podcast. Vous avez 10% avec le code, Retrograde. On mettra le code à la fin de l'épisode. Les mecs qui se tuent direct. Donc non, on fait pas. En fait, toutes les conneries que j'ai pu faire ou les erreurs ou les erreurs stratégiques que j'ai pu voir avant, ou même que j'ai pu voir dans les grands groupes, justement sur les pricing là où il y a plein de marques qui ont déconné là ces 4 dernières années, j'essaie de pas les faire. Et donc grâce au succès de Nivada, je suis mis en contact aussi avec en fait, j'avais identifié 4-5 marques. Il y avait Nivada, Vulcain, Excelsior Park, Universal Genève, que j'avais identifié comme marque potentiellement relançable. J'avais essayé de contacter finalement la dernière qui a été reprise. Ouais, Universal Genève qui est repris par Breitling et qui a été réannoncé officiellement il y a 2-3 semaines. Ouais, ils viennent de relancer le site là. Et qui relance les montres pour 2026. Comme quoi t'avais senti le truc. Ouais, je pense que en vrai, Universal Genève, tout le monde voulait la relancer. Ouais, c'est une dormante aussi. On avait essayé avec des potes en Suisse de les recontacter, on s'était pris des noms. Moi, au début, j'avais même aucune réponse. Mais d'ailleurs, c'est le mec qui a été sauvé au Mexique, qui a de bons contacts à Genève et qui avait essayé aussi de contacter Universal. On n'a pas réussi. Et bref, et puis après, on a vu 2 ans après que ils avaient racheté ça pour 80 millions. Donc là, pour le coup, il n'y avait pas de game. Tu les avais pas sur toi? Non, non, j'avais tout perdu. Peut-être l'année prochaine. Ouais, écoute, on te le souhaite.
On te le souhaite. Mais par contre, bon courage à eux, parce qu'à racheter une marque 80 millions, puis après redépenser, je pense, au moins la même chose dans une nouvelle manufacture et en plus sur un positionnement qu'ils veulent faire un peu vachement Constantin. C'est un beau projet. Le positionnement prix va être costaud. Ouais, c'est un beau projet. Ambitieux. Mais moi, j'aurais fait l'Apple Router à 2000, 2500 balles max, à faire un truc que plus de gens puissent s'offrir, je pense, pas faire un truc élitiste pour les riches asiatiques ou américains, c'est un peu con, quoi. Ce que tu racontais par rapport au succès de Nivada, et ce qui est intéressant, et c'est toujours intéressant de le dire, c'est l'entrepreneuriat, c'est avant tout des échecs. Ah ouais, clairement. Ouais. Et un bon entrepreneur, ça va être quelqu'un qui va savoir en fait se relever de ses échecs, apprendre et y repartir et pas abandonner, alors que effectivement en fait tu as envie d'abandonner tous les jours, enfin pas tous les jours, mais il y a quand même beaucoup de moments dans l'entrepreneuriat où tu as envie de laisser tomber. Et ce qui fait vraiment la différence, c'est ceux qui y arrivent, c'est ça, c'est de savoir apprendre de ses échecs, mais surtout continuer, quoi, persévérer et puis y aller. Et donc Nivada, succès. Ouais, du coup après je relance Vulcain, et là c'est marrant parce que les mecs de Vulcain ils m'avaient jamais répondu, et puis après j'arrive à avoir un email d'un des parce que c'est un groupe luxembourgeois qui a racheté la marque il y a 4-5 ans. Et c'est une anecdote sympa aussi, c'est que donc il m'avait jamais répondu. J'avais dit voilà, on a fait ça, on pourrait partir, et puis bon, pas de réponse. Et finalement j'arrive à avoir un des emails directs du directeur associé au Luxembourg, et je lui fais regardez, hier j'ai lancé ça avec Nivada. J'avais lancé 50 Valjoux 23 réédition à 5000 balles pièce. On a fait 250 000 € de chiffre d'affaires dans la journée en digital. Facile. Je fais un screenshot du Shopify. Voilà ce qu'on a fait hier sur Nivada. On pourrait faire la même chose avec Vulcain. Est-ce que ça vous intéresse? À bon entendeur. Bon entendeur. C'est vraiment digne des gars qui font des TikTok sur leur réussite Shopify, tu sais. C'est vraiment la même chose. Mais j'ai fait 1 million d'euros hier. Suivez mes 5 étapes. Et là, dans la demi-heure, j'ai un email. Comme quoi, hein, dès qu'il y a de l'argent, il y a du monde. Hein. Et ouais, dès que tu as une vraie preuve de succès, ça marche, quoi. Et donc là, la semaine suivante, quasiment, j'étais au Luxembourg en train d'expliquer comment on pouvait relancer Vulcain et de présenter un business plan from scratch pour relancer cette super belle marque aussi complètement endormie. Donc, William L, terminé. Ouais. Nivada, t'es le boss. Vulcain, c'est quoi ton poste? Vulcain, je suis consultant externe, mais en gros, c'est moi qui ai refait la strat du produit jusqu'à la distribution. Donc tu les accompagnes, tu les aides dans leur expansion. Exactement. Et on a rechangé toute l'équipe là-bas aussi. Donc ça a été la restructuration de toute l'équipe, restructuration du produit, du prix, mais ce qui est génial avec Vulcain aussi, c'est qu'il y a encore la manufacture en Suisse. Il y a encore le mouvement cricket, donc le mouvement alarme assez légendaire de l'horlogerie. C'est la monnaie président des États-Unis. Enfin, t'as un super storytelling et c'est une marque qui est pas assez, qui normalement elle devrait être comme côté. qu'elle devrait être comme Gégère Lecoultre, tu vois. Enfin, ça fait partie. T'as la Reverso chez Gégère, t'as la Speedmaster chez Omega, t'as la Chronomaster chez Nivada, et t'as la Rolex Day-Date. Enfin, bref, et t'as aussi la Cricket. C'est quand même un must-have dans une collection. Là, donc t'es sur ces 3 marques-là, enfin t'es sur ces 2 marques-là. Exactement. Et tu me racontais que tu rencontres chez quelqu'un qu'on a interviewé il n'y a pas longtemps, à une soirée Baltique avec Étienne de chez Baltique. Exactement. Tu rencontres quelqu'un qui te fait partir dans un nouveau projet. Ouais. 2, ça te suffisait pas, il t'en fallait un 3e. Ouais, et puis en plus, je faisais même du consulting pour d'autres trucs. Tu vois ta femme et tes enfants de temps en temps? En fait, c'est dit 24 heures dans une journée, il y a de quoi faire, donc je vais me lancer dans un nouveau projet. Je suis un peu hyperactif. Et d'ailleurs, pour les petites apartés, pour les auditrices et auditeurs, pensez à réécouter l'épisode, si vous ne l'avez pas déjà fait, l'épisode 2 de Rétrograde Podcast, parce qu'il y a Étienne Malek qui nous raconte justement donc, la rencontre de Guillaume et Théo. On t'écoute. En fait, improbable, c'est Étienne qui organise une soirée d'horlogerie française dans les bureaux de Baltique. Et donc il m'invite. En plus, moi, j'étais pas forcément tout le temps sur Paris à ce moment-là. Enfin bref, toujours d'ailleurs. Je suis entre maintenant Paris et Annecy. Et à ce moment-là, j'étais entre Paris et la Charente-Maritime, où je m'étais justement pendant le Covid réfugié. Et vas-y, j'y vais. Parce qu'on est super potes. Et en fait, Étienne était venu me voir même à l'époque de mon Kickstarter William L. C'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Vous vous êtes rencontrés William L, du coup? En fait, il était en train de vouloir lancer une marque de montre qui s'appelait Baltique. Je connais pas. Ouais. Personne connaît. J'ai jamais entendu parler non plus. Petite marque française. Et il avait été un peu tapé à toutes les portes des mecs qui avaient fait des Kickstarter qui avaient fonctionné. Alors en France, il n'y en avait pas beaucoup, donc du coup, il était venu me voir.
Et puis il m'a montré ce qu'il faisait. Et je disais, putain, c'est assez cool, quoi, tu vois. Je me suis dit, ouais. Puis il a réutilisé un peu la même recette. Il était allé voir, justement, il était allé à New York, il avait vu au Dinky, il avait vu le Red Bar. Et il avait fait encore mieux, du coup, il avait dû faire 400 000 balles ou 500 000 balles, lui. Et je me dis, putain, le bâtard. et non, et puis j'étais trop content. Puis on est toujours resté en contact. On est super potes, fans de bagnole aussi. Et donc je vais chez Baltic. Et donc là, je retrouve un peu pas mal de monde que je connais. Et je vois un mec avec un t-shirt Kiloutou qui ressemble à rien, du coup. Il est reparti. Il est reparti. Il l'a encore son t-shirt ou pas? Ah ouais, j'espère, ouais. Et il était avec un autre mec, Texier, qui avait aussi le t-shirt Kiloutou. Alors, cet épisode, précision, n'est pas sponsorisé par Kiloutou. Ah ouais, exactement. Parce que Du coup, si vous nous voyez, n'hésitez pas. et on est ouvert, vous pouvez nous contacter. Je prends une com, hein. Et donc, ouais, je le connaissais pas en plus. Théo Frey, ça faisait partie des indépendants un peu trop pointus pour moi à ce moment-là. Et Un style vestimentaire douteux. ouais, mais par contre, au poignet, un tourbillon Grand Sport. Monsieur a du goût. Fait de ses mains, en fait. Finalement. C'était son tourbillon à lui. Et Ça, c'est encore plus chic. ouais, c'est encore plus chic. Le mec porte le tourbillon qu'il a La classe à Dallas. fait lui-même, mais qui est même pas le sien parce qu'il était déjà vendu à un collectionneur de Dubaï. Et puis on commence à parler de ça. Trop drôle, le mec en question, c'est un de mes plus gros clients Nevada à Dubaï, perpétuel. Et du coup, on commence à parler de ça, on commence à parler d'Orlo. Et je dis, putain, il a quel âge ce mec? Il fait des tourbillons de ouf. Et puis après, j'apprends qu'il a gagné le prix Journe. Enfin, que c'est pas juste. Ouais, enfin. C'est pas un débutant, quoi. C'est pas un débutant, mais il a 28 ans quand on s'en compte, je crois. Parce qu'on a 10 ans d'écart, ouais. Et je me dis, merde, putain, il est fort aussi, quoi. Et donc, il me demande ce que je fais et tout. Et puis, il commence à me dire qu'il a des projets pour faire des montres un peu plus accessibles, mais avec des designs complètement futuristes, mais qu'il ne trouve pas de partenaire pour le produire, en fait. Et là, je me dis, vas-y, moi, j'en sais. Là, si déjà ce que tu portes, c'est incroyable, montre-moi, tu vois. Et on se revoit, mais genre 2 jours plus tard, ou même pas, à Paris, et il me montre les premiers designs de la Jumping Hour, qui n'était pas encore une Jumping Hour d'ailleurs à ce moment-là, juste le design de la boîte, et avec l'affichage justement avec les disques. Et je me dis, putain, c'est vraiment trop cool si on arrive à sortir ça à un prix pas délirant, assemblé en France, développé en France. Et là, je me dis, ça peut être l'occasion de faire un projet français. Ça me change des marques suisses. Enfin, remarque, William Hill, c'était français aussi. Mais la production asiatique. Et là, je me dis, on peut faire un peu le meilleur des deux mondes et rentrer un peu dans ce côté horlogerie indépendante, mais toujours, moi, avec l'idée de faire un truc quand même accessible. Avec un prix que la majorité, enfin, qu'une plus grosse majorité peut se payer. C'est hyper important, moi, dans ma démarche d'entrepreneur dans l'horlogerie, c'est le prix juste. Le prix juste, ouais, le juste prix. Tu vois. En plus, on a le micro et tout. Je sais la faire. Oh, si, presque. Oh, pas loin. Philippe Risoli, quoi. Ouais, et dédicace. Ah oui, dédicace en plus. Il lance le micro avec Antoine? Ah bah Le attends. salaud, il a piqué la signature. Il faut. C'est tradition qui. Ouais, qui perdure. Si tu nous écoutes. Et donc. Là, tu dis mariage parfait. Théo, ouais. qui est un artisan à la limite du génie français sur la partie horlogerie. Et qui travaille en France. Et toi qui commençais à être assez rodé sur le lancement du marque, sur la distribution, tout en faisant un concept accessible, mais là on est plus haut de gamme. Ouais, un peu plus haut de gamme, plus de. Et en fait, moi, c'est la première fois par contre où on touche au mouvement. Parce que tout ce que j'ai fait avant, c'était en gros, ou ce que je fais avec Nevada, c'est d'utiliser des mouvements déjà existants et après de les assembler avec en fait un habillage différent. Mais par contre, tu vois, le mouvement qu'on a dans la F77, c'est un Soprod P024. C'est pas notre mouvement manufacture Nevada. On est très clair là-dessus. On fait de l'assemblage. Il n'y a pas de complications autres développées par nous. Et parce que c'est ça qui est très compliqué. C'est ça le plus compliqué en fait dans l'horlogerie, c'est ça. C'est de développer un mouvement qui fonctionne à un coût pas déconnant. Parce que c'est là où tout de suite tu vas exploser tes coûts de production, de développement. Et on arrive aussi à avoir. Tu prends des risques aussi de faire quelque chose qui ne soit pas forcément fiable. En plus, ouais. Clairement. Et donc, et c'est là où Théo est hyper fort, c'est qu'il a réussi à développer une Jumping Hour en moins d'1 an, qui fonctionne bien, où on a 0 retour. Ça, c'est cool. Qui jump dans les deux sens. Et c'est là où lui. Et en fait, c'est là où on arrive à avoir des prix accessibles. Parce que normalement, si tu fais un développement comme ça, tu vas chez Chronode ou chez un développement. Tu fais un développement en Suisse sur une nouvelle complication, même pas un nouveau mouvement. Tu vas tout de suite en tirer pour 100, 200, 300 000 balles de développement. Et puis ça prend du temps. Et ça prend du temps.
Et puis les mecs, ils ont... Et t'es pas garanti du résultat. T'es pas garanti de ça. Et après, il faut dessiner le produit, il faut le vendre. Enfin, il y a quand même Exactement. Donc, il y a un long chemin devant toi. Exactement. Et nous, on le fait tout en interne. Donc, ce coût de développement-là, en fait, on l'absorbe dans la structure de Space One. Donc, on arrive à sortir une jumping à l'époque sur la première précommande à 1500 balles en acier. Ce qui est rien du tout. Et 2000 en carbone. Donc, c'est là le coup de génie sur ce projet-là, c'est ça. C'est qu'on arrive à faire... en fait, on s'est dit, quand on a vu aussi le succès de la MAD de chez MBNF, on s'est dit, il y a un vrai potentiel sur une niche un peu avec un design un peu futuriste à un prix moins de 3000. Donc, c'est un mouvement maison. La base, c'est le Soprod P024. Mais c'est la complication. Mais la complication est maison, et on vous montrera après comment Loris assemble. Du coup, on assemble aussi tout à la maison. Donc là, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a vraiment pété le mur. Hein. Là, c'était un appart. Donc, pour faire la partie Space One en plus de l'atelier de Théo, pour faire que du Space One. Donc là, développé en France, assemblé en France, tous les composants de la complication sont faits en Suisse, chez des meilleurs sous-traitants avec qui Théo bosse, c'est lui. Parce que ça, pour le coup, là, c'est lui qui a apporté cette partie-là. Moi, j'étais un peu en dehors de ça, parce que moi, j'ai jamais fait des productions de composants de mouvement en Suisse pour des complications. Et après, tout assemblé ici, contrôlé ici. Du coup, maintenant, on a aussi on fait tout là, le site internet et compagnie. Mais par contre, ce que j'ai réussi à faire aussi, c'est utiliser les mêmes mecs qui faisaient les sites internet pour Nivada, le même studio photo. Enfin, t'as repris ce qui fonctionnait. La logistique aussi, on s'est vachement basé là-dessus pour aider, quoi. Et on a fait un espèce de plug and play entre toutes les savoir-faire que j'avais déjà et de mes équipes sur Nivada en particulier pour développer Space One plus vite. Du coup, rebelote, vous refaites Kickstarter et compagnie pour Space One aussi, du coup, j'imagine. Exactement. Et là, gros débat, est-ce qu'on fait un Kickstarter? Est-ce qu'on fait tout sur notre site? Et là, moi, dans ma tête, je me disais, je veux que les gens voient... J'avais quand même vachement confiance dans ce projet. Je me disais, on va vraiment faire un carton parce que le truc est incroyable, et bien pricé, et a un potentiel vraiment international. Et là, on se dit... Vas-y, on fait pas les précommandes. Moi, je voulais utiliser Kickstarter parce que je voulais que les gens voient que des ventes vraiment vraies, que tu as un compteur qui se voit à l'extérieur, qui ne soit pas contrôlé par nous. Ouais. C'est pas genre sur notre site, on dit qu'on a fait tant de pièces, mais en vrai, on a fait 10 pièces, tu vois. En vrai, on est nul. Là, je voulais vraiment que les gens le voient et qu'en plus, ça soit aussi créer un peu un buzz. Ouais, voilà, créer un buzz. En fait, tu utilises, c'est ça l'avantage de ce genre de plateforme, c'est que c'est aussi des moyens de promotion. Ouais, c'est exactement. La visibilité, en fait, ça rassure un peu les gens de voir, ah oui, il y a vraiment des ventes qui se passent, tu vois. Il y a un compteur qui tourne. Ouais, donc tu vois vraiment. T'as un engouement, quoi. Vraiment un engouement qui crée. Puis là, on fait 1 demi-million en quelques heures. Et là, on se dit, il va falloir qu'on lance une montre avec lui. Ouais. Faire un truc, hein. On était ensemble et tout, avec Théo et tout. Et puis on fait putain, ouais, donc là on sait, quoi. Puis on finit à 1,2 million, je crois, en 4 semaines. Et là on se dit, putain, on est les rois du pétrole. Vas-y, on était super contents de nous. On se connaissait depuis 6 mois. Tiens, prends ça, Étienne Malek. Tiens, t'es 400 000 balles. non, et on fait un truc de fou, quoi. Et on se dit, putain, c'est cool, on se connaît depuis 6 mois, même pas, ou 9 mois. C'est incroyable. Et puis là, le gros downfall de ouf, c'est que la semaine où Kickstarter doit nous payer, il y a un mec aux États-Unis qui avait une marque, donc Space One s'appelait Argon à la base, parce que Théo avait avait déposé ce nom Argon quelques années avant déjà pour potentiellement déjà lancer ce projet avant qu'on se connaisse. Et là, Kickstarter prend peur, reçoit une plainte donc d'un mec qui a une marque qui s'appelle Aragon aux US, et il freeze le projet. Donc en gros, il y a des mecs qui commencent à nous envoyer des messages, je comprends pas, j'ai pas accès au Kickstarter. Et là on regarde, on fait putain, mais le Kickstarter a disparu. Et là tu te retrouves comme un con sur la plateforme automatique Kickstarter à envoyer un message parce que t'as pas d'email, t'as pas de téléphone, t'as rien. Erreur 404. Et là t'as ça sur ton Kickstarter. Non, vraiment. Ouais, donc là, t'avais 1,2 million le matin, et le soir, tu te connectes et tu sais page introuvable. Page introuvable. Et t'as pas reçu l'argent. Nickel. Et toi, t'as déjà lancé des embauches pour embaucher un horloger, et t'as déjà lancé des composants, donc t'as déjà lâché du cash. T'as déjà un bon de commande chez Porsche, la nouvelle 911. Oui, mais bon, ça. Bon. Cela ne nous regarde pas.
Si le fisc nous écoute, il y a plein d'autocollants sur la voiture. Ah ouais, là, tu t'es déjà en train d'enlever les autocollants, là. Tu te dis, merde, je suis allé trop vite, là. Et en fait, là, on se dit, ouais, ça pue quand même. Donc là, on finit par avoir un contact avec Kickstarter. Les mecs nous répondent, on prend un avocat aux US. On se dit, bon, ça fera plus sérieux et tout. Et comment tu fais? Tu connais des gens déjà aux US pour ça? Ouais, bah en fait, c'est l'avantage juste d'avoir un gros réseau via d'autres marques et tout. On se dit, bon, bah là, on a utilisé un avocat qu'on connaissait sur Nevada, justement. Parce que moi, il m'arrive ça, tu dois trouver un mec aux US. Les US, bon courage, quoi. Et puis là, Et ça charge. Hein. et l'heure à 500 balles, Ouais. enfin, je veux dire, Aucune garantie. Quoi. t'as aucune garantie. Et puis là, puis là, tu te sens comme une merde, quoi. Genre, t'es tout seul derrière ton ordi, t'as pas Kickstarter qui te répond, t'as pas de contact direct, t'as juste un customer service vous a répondu, tu vois. Et t'es sur un projet à 1,2 million. Comme si t'étais sur une commande à 20 balles, tu sais. Ouais, c'est ça. Quoi. t'es comme sur un Ne truc quittez pas. Amazon. Ne quittez pas. Ouais, exactement. Un bot va vous répondre. Ouais. Et puis, bip, bip. Ouais, voilà, t'essayes d'appeler le service après-vente d'Amazon et amuse-toi. Et donc, comme ça, vous aviez perdu 1 million. Enfin, Là, on l'avait pas encore perdu. Là, Kickstarter, finalement, on arrive à avoir quelqu'un. On nous dit, bon, bah, nous, on vous propose du coup de changer de nom. On va passer sur Space One, vu que le nom du produit s'appelle Space One. Moi, je dépose à l'arrache, classe 14, Space One, ça passe. Il y avait pas a priori, il n'y avait pas d'autres marques là-dessus. Donc, on était bon. On refait tout le projet. Donc, on a l'équipe digitale qui fait des Photoshop, qui change tous les produits là où il y a marqué Space One, tous les trucs. Là où il y a marqué Argon, on met tout en Space One. Ce genre de semaine où tu dors pas. Ah ouais, là, le truc relou, quoi. Et on est prêt, je me rappelle toujours, c'est un jeudi soir, tu vois. Et on se dit, c'est bon, avec Théo, on se dit, c'est bon, ils nous remettent en ligne, les mecs, jeudi soir, c'est bon, tout va bien et tout. Et le jeudi soir, on se connecte, toujours rien. Bon, bizarre, demain, ce sera bon, tu vois. Et là, le lendemain matin, moi, je me rappelle, je me barrais à un mariage. D'ailleurs, c'est marrant, c'est le même pote en plus. Le même pote qui avait perdu sa montre au Mexique, là. Oh, aïe. Bon, écoute, Léonard, si tu nous écoutes, Léonard Pictet, c'est toi. Et là, je suis obligé de le dire, quoi. Et là, je reçois des messages sur WhatsApp, genre mon WhatsApp s'allume, mais vraiment, et puis l'Instagram et tout. ça s'énerve. Ça s'énerve. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe et tout. Et moi, j'étais en plus, je partais au putain de mariage, tu vois. Et et puis là, je vois, j'ai été remboursé. J'ai été refund par Kickstarter. Kickstarter. Et là, tu te dis, attends, dans ta tête, s'ils ont refund tout le monde, c'est que le cash, ils l'ont. Et là, plus rien. Le back-office du Kickstarter disparu. Donc, heureusement, on avait fait un export des gens quelques semaines avant. Là, plus rien. Genre, on a perdu 1,2 million € en 1 seconde. Même pas. Wow. Et là, tu te dis, wow. Bon, je comptais pas dessus non plus. J'arrive à vivre heureusement avec Nevada et tout. Mais là, je me dis, putain, la vache. Tout le projet, tout le boulot qu'on a fait et tout. Et là, tu te dis, attends, je me suis associé avec un mec, au final, je connais depuis même pas un an. Comment il va réagir? Peut-être que lui, tu vois, il attend le truc. Ouais, et puis toi, j'imagine qu'à ce moment-là, quand tu réalises ça, tu as aussi les réminiscences de William L, des échecs que tu as eus. Enfin, tu vois, ça fait beaucoup d'un coup. Là, tu te dis, merde, là, tu peux vraiment péter un câble en vrai. Et là, heureusement, là, tu te dis, bon, ça va, c'est un side project, c'est pas ta life. Enfin, je veux dire, c'est bon, tu peux continuer. Si ça avait été, on me dit souvent, mec, si ça avait été ton seul projet, mais t'aurais fait quoi et tout. Voilà, tu fais un gros downfall de ouf là. La douche. Au fond de la douche comme ça. Ah ouais, putain, la PLS quoi. Ouais, complet. T'es vraiment pas bien. Et là, je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'on fait? Et puis après, c'est là où ça a été un peu le crash test aussi de ma relation avec Théo. C'est tu dis, bon, le mec est sain, il a bien réagi. Moi, j'essaie de bien réagir aussi. Tout va bien. Je dis pas ça parce qu'il est là, mais là, je vois, il me regarde. Salut. T'as bien réagi, Théo? T'as pas flippé, toi? Ça. Moi, je l'ai fait la douche, comme ça. Ah ouais, tu l'as fait le douche? T'as fait douche divorce, ça me. Bien. Cool. Je m'assois à côté. Toi, tu l'as fait la douche? Non, je l'ai pas fait, mais je me rappelle du vendredi. Bonjour à tous. Je suis rentré à la maison et je me suis dit, putain, on a fait 1,2 million en 30 jours et là, on l'a perdu en 10 secondes, quoi. Même pas. Et tu rentres chez toi, ouais, je me suis assis sur le tapis, je me suis dit, tu t'es assis sur ton tapis? Ouais, je me suis assis par terre quand même. Je me suis dit, ouais. Bon, j'ai pas non plus besoin de ça pour vivre, mais un peu plus que Guillaume. Ouais, bon, et puis, non, le problème que j'avais en l'occurrence, moi, c'est que j'avais été un peu optimiste. On avait lancé pas mal de pièces en prod aussi. Ah, vous aviez déjà lancé la prod d'avant d'avoir reçu Les l'argent? composants, c'est les composants. Ouais, les composants. Donc là, j'ai appelé la Suisse le jour même et j'ai appelé Yann et voilà, tous nos copains sous-traitants pour leur dire, alors là, attendez, là, on gèle tout, là.
Ouais. Là, on gèle tout de suite. Oh. Donc, on avait commandé pour quasiment un demi-million de francs de pièces. Ouais, pas loin. Pas loin. Entre Rémi Ah, et... donc Pas loin, ouais. là, on est sur une vraie grosse somme. Ouais. Donc, les machines n'étaient pas débutées, mais on avait déjà les proforma qui sont dans la boîte mail, quoi. Ouais, les bons de commande. Donc là, le truc qui se met à sonner, qui dit bon, attention, on va alerter tout le monde. Et puis finalement, même réaction pour moi, c'est-à-dire bon, bah, le père Guillaume, je le connais depuis 6 mois, j'ai rencontré un barbecue. Donc non, j'avais mon t-shirt Kiloutou. j'avais mes t-shirts Kiloutou. On a investi, on a du budget. Je vois ça, attends, ça rigole pas. J'ai mis tous mes t-shirts Kiloutou au relais, et qui ont des pulls Space One. Et donc je me suis dit, ça va être le moment de voir si le mec est un gros con ou si jamais on arrive à s'en sortir. Finalement, on a pensé à la même chose chacun de notre côté. Donc on s'est appelé, je pense qu'on s'appelait toutes les heures. Bon, moi j'étais sur mes projets perso en plus au même moment, donc tout le monde est en prod, on a tous des trucs qui se passent. Allez, on se calme, on essaye de gérer les avocats, on essaye de gérer. Donc voilà, donc c'est sûr que nouveau monde pour moi, pour Guillaume qui a un peu plus l'habitude de travailler sur l'international, moi j'ai l'habitude de travailler avec des clients en direct, donc le monde des avocats à New York. Les grosses plateformes où il y a toujours un interlocuteur. Ouais, c'est un truc que je connaissais pas. Et en plus, la plainte, elle est. Ouais, parce que je rentre chez moi le soir, j'appelle mes parents, je dis j'ai perdu 1,2 million et j'ai une plainte à mon nom Sinon, ça va, vous? à Miami. C'était en Floride. Floride, à Miami. Exactement. Ouais, Oh la vache. on m'a mis au tribunal à Miami. Je suis jamais allé aux US de ma vie. Je n'étais pas encore allé aux États-Unis à cette époque. Je suis au tribunal à Miami, j'ai une plainte en perso parce que le dépôt de nom était un nom perso à ce moment-là. Donc voilà. Donc on s'est dit bon, avec Guillaume, on s'est dit bon, c'est peut-être le moment de soit se retrousser les manches et puis on a fait ça. On s'est retroussé les manches. On a refait un site e-commerce. Du coup, on est passé sur on a fait un Shopify. On a fait un Zoom avec 150 personnes pour expliquer le problème, avec plein de journalistes, avec plein de collectionneurs qui nous avaient acheté des montres. Ouais, j'avais jamais vu autant de personnes dans un Zoom. Des gens que tu connaissais déjà? Bah en fait non, non, la plupart, bah tu sais, on a vendu quoi? 400-500 pièces. 500 montres. Ouais, donc on a fait en gros, et en plus le problème c'est qu'on avait perdu toute la base de données et tu as plein de gens qui avaient commandé via Kickstarter mais qui avaient utilisé un identifiant Apple ou Google, donc on n'a pas retrouvé leurs emails. Donc on a pu ouais, en vrai très compliqué parce que du coup on perd la data sur nos clients, donc les 600 mecs, les 500 clients, la moitié, les 100 mecs qui avaient déjà fait au moins des paniers, qui avaient mis leurs contacts, on les a plus. Bah ouais, non, bah attends. Et on a encore des mecs il y a quelques semaines qui nous ont contactés, je comprends pas, j'ai pas reçu ma montre. Les mecs, ça fait 1 an là. Les mecs se sont même pas rendus compte qu'ils avaient eu un refund de 2000 balles. Tu vois, en fait, on parle même à des collectionneurs, il y a des mecs, quand on les a vus à Genève, ils posaient leur Grubble forcé à 1,5 million sur la table. Moi aussi, j'attends toujours ma montre. Hein. Ouais. Parce que j'avais mis. Hein. Moi, j'en avais commandé 10, j'attends encore. Hein. C'est fou, ça, quand même. Et non, et au final, bah, du coup, on a remonté des mecs qui déposent leur Grubble forcé sur la table à 1,5 million d'euros pour mettre une Space One, tu vois. Donc, on parle aussi à ces clients-là. On a de l'entrée de collectionneurs qui, c'est un peu leur première montre un peu compliquée, mais on a aussi des mecs qui ont déjà les 2 Béthune, qui ont déjà des Audemars, qui ont déjà tout, quoi. En fait, ça, on avait dans l'épisode 2, justement, quand on avait Étienne Malette de chez Baltic, c'est un autre truc qu'on en avait échangé avec lui, moi, qui m'avait, pareil, énormément surpris, lui aussi. C'est d'avoir des gros collectionneurs qui ont des collections à plusieurs millions et en fin de compte qui achètent des Baltiques à 1000 euros. Parce que ça leur parle, parce qu'il y a un truc dans le design, c'est pas dans la fabrication. ça en fin de compte, c'est juste qu'en fait c'est réussi, c'est que la montre est belle et qu'elle fait kiffer, quoi. Ouais, en fait quand tu as ce truc là, c'est ça, c'est ce qu'on a bien trouvé avec Space One. Et donc on relance ce Shopify, on fait ce Zoom, on s'excuse, quoi, on se dit putain merde, et on se dit putain mais on passe pour des guignols. Le truc est lancé depuis 1 mois et on doit leur redemander de remettre au pot. Donc vas-y, reconvaincre des mecs qui ont déjà mis au pot de refaire la CB. C'est et pas, se dire juste facile. Et là tu te rends compte, il y a un autre truc en plus que là on n'a pas trop communiqué là-dessus, mais quand tu lances un site internet sur Shopify et que tu fais de la précommande, donc que tu livres en différé, Shopify garde l'argent. Ah, c'est eux qui reçoivent, ils gardent l'argent et ils te le donnent que quand tu livres? Que quand tu as livré. Sauf que quand tu as livré? Que quand tu as livré. Donc là, surtout en fait, c'est aussi pour ça qu'on avait fait un Kickstarter. C'est que Kickstarter te donne l'argent pour que tu lances ta production. Donc là, il fallait que il fallait que vous avanciez. Ouais, en fait, c'est ça. C'est que quand tu fais ton Shopify et que tu vends des cartes postales,
tu la vends, le lendemain, elle part en chronopost. Oui. Nous, va expliquer qu'en fait, on met 6 mois à les faire, les montres. Donc là, on les a revendus. On en a revendu une grosse partie. On n'a pas récupéré 1,2 million, mais on a récupéré près de 700 000 € de commandes. Un peu plus, ouais. Au 7 à 800 000 € de commandes. Ce qui est déjà énorme. Ce qui est déjà beaucoup. Et puis on a récupéré la totalité de nos commandes dans le temps. Au final, on a refait le 1,2 million sur les jumping, on a tout revendu. Tout a été revendu, mais ça a pris un peu plus de temps. En un mois, en tout cas, on avait récupéré un bon 60. Ouais, 65. Ouais, 60, ouais, c'est ça. Et ouais, là, il a fallu aussi. On s'est demandé, est-ce qu'on trouve un business angel? Ouais. Et là, tu te retrouves dans la situation, est-ce que je fais rentrer quelqu'un pour de l'argent et tout? Et c'est là où, grâce à l'expérience que moi j'avais sur Nevada, parce que du coup, ça, je savais que l'argent allait être bloqué. En fait, on est passé par un autre prestataire de paiement qui fait de la dette et qui te permet en fait de te redonner un gros pourcentage de l'argent que tu as eu en pré-order. Et c'est lui en fait qui garde un retainer, qui garde 30%, qui s'appelle Rich. Ouais, c'est Rich, ils ont gardé 40% au début. 40% au début. Et maintenant, on peut le renégocier. Voilà, plus les projets avancent dans le temps, plus on peut. Et là, on a même eu un stress aussi avec Rich, c'est qu'à un moment donné, ils n'avaient pas capté qu'on avait un problème juridique avec Kickstarter. Rich, c'est aussi une boîte américaine. Et je me suis tapé une négo un soir où à 11h, ouais, je me rappelle, ouais, vers 23h, je reçois un email un peu en mode mais je comprends pas pourquoi Kickstarter on avait négocié avec Rich que c'était bon, qu'ils allaient nous avancer le cash. Et là, je reçois un email passé, bah non, en fait, on vous avance plus le cash. Et là, on avait déjà relancé le truc. Parce qu'il semblerait que vous soyez au tribunal à Miami. Bah oui, vous l'avez prévenu. Et moi, je dis, attends, j'avais prévenu. Et j'avais prévenu le mec. Et puis là, il me dit, ah non, jamais tu m'as prévenu. En gros, je pense qu'il a dû se faire défoncer par son boss, qu'il a dû se rendre compte qu'il y avait eu une merde. Et là, j'ai fait un Zoom à 2-3 heures du matin avec les États-Unis pour débloquer le truc, leur expliquer qu'on n'était pas les. Et heureusement, on avait déjà dealé avec eux sur d'autres marques. Moi avec mon Richard, et du coup on a réussi à récupérer le truc où ils nous avançaient le cash, parce que là on repartait sur un délire où on devait tout réannuler, et là mais où le truc est sans fin, quoi. Non, le truc sans fin, et là t'es terminé là. Bon, et là c'est quoi le futur de Space One? Bah le futur, je l'ai au poignet, c'est le Tellurium qu'on a du coup et là on s'est dit, à la base on voulait faire juste une V2 de la Jumping Hour en se disant voilà, mais vu qu'on a vu tout ce problème avec Kickstarter, tous ces trucs là, on s'est dit non, faut faire un banger direct et un truc encore plus compliqué, encore plus beau. Et moi, je faisais chez Théo, je disais, je veux des planètes sur la montre. Je me disais, on s'appelle Space One. Moi, j'aime bien Grubble Forcé, entre autres. Et je me disais, je veux des planètes en 3D, je veux un truc comme ça. Et là, Théo, regarde, il fait, bah ouais, tu veux, mais bon. Ouais, grande spécialité. Chiant ou pas, les mecs grande spécialité de Guillaume m'a appelé. Sinon, on peut mettre une nébuleuse. Non, détends-toi. On n'a pas les budgets. Et puis, non, donc, ouais, c'est vrai que ça revenait, la planète. Ça revenait. Et puis par hasard, je sais pas pourquoi, un jour on a dû en parler avec Méga, et on a l'atelier, la pièce école de Dev, qui est une de mes collaboratrices. Qui est juste au-dessus de toi d'ailleurs. Voilà, c'est juste au-dessus là. Le petit Tellurium qui est ici, qui est la pièce école de Dev, qui est horlogère au sein de mon atelier, donc qui travaille sur Au Frais de Paris. Et puis on s'est dit, c'est vrai que le Tellurium, c'est une complication qui est cool. Les élèves font ça en exercice, en fait, je crois que c'est en première année de DMA. C'est un exercice du finage à l'école de Morteau. Très bon exercice. Et puis, ils font tous des designs assez sympas. Et donc là, on s'est dit, ouais, il y a peut-être un truc très, très cool à faire, qui serait de prendre cette complication, la miniaturiser, et si on arrive à la mettre dans une toute petite boîte. Tu peux nous en parler rapidement de cette complication? Le Tellurium, c'est comme un mini planétarium, mais qui ne prend en compte que la Terre. Vous savez qu'autour du Soleil, il y a énormément, il y a pas mal de planètes qui tournent, et la première planète n'est pas la Terre. Donc dans un Tellurium, il n'y a que la Terre. La Terre avec son satellite qui est la Lune. Donc l'exercice d'école que vous avez devant les yeux là, c'est un Tellurium de démonstration. Vous avez au centre le Soleil, vous avez la Terre qui va faire un tour autour du Soleil en 365 jours. Et vous avez les satellites de la Terre, qui est la Lune, qui lui va faire une rotation autour de la Terre. Alors il y a deux rotations différentes. Il y a une rotation en 27 jours et demi si on compte la rotation et de la Terre autour du Soleil et de la Lune autour de la Terre, et une rotation en 29 jours et demi si on ne se met que dans le référentiel de la Terre. Ça, c'est l'explication simple. En gros, c'est une phase de lune en 3D un peu. C'est une phase de lune en 3D. Mais pour expliquer un peu ce que c'est, vous avez en fait la position et vous avez les alignements des astres entre eux.
Et le challenge, c'était d'avoir ça au poignet. Et en gros, là. Ouais, parce que ça, c'est un peu gros sur le poignet. Ouais, c'est pratique. C'est pas discret. Diesel peut le faire. Diesel peut le faire. et là, du coup, je l'ai pris C'est pas grave. t'as le tellurium miniaturisé. Donc, tout ce que tu vois là, un peu les pièces dorées, c'est toute la complication, c'est tous les composants dont on parlait tout à l'heure qu'on rajoute, nous, au mouvement. Alors, c'est une pièce de démonstration, celle-ci, il n'y a pas tout. C'est une, c'est une grosse partie, mais ça te donne une idée de ce qui se passe là-dessous. Et après, hop, là, tu as le banger avec boîte titane, bleuie, cadran aventurine, et tu retrouves le soleil au milieu, la Terre et la Lune qui tournent autour du soleil. Donc la Terre tourne en une année. En plus, tu as juste un calendrier. Et tu as la Lune qui tourne en une trentaine de jours autour de la Terre. Voilà, calendrier, jour et mois. Enfin, date et mois. Et les corrections doivent se faire tous les 2 mois. Donc en fait, c'est que des mois de 31. Et un mois sur 2, il faut passer un jour. Et tout est réglable. En fait, ce qui est génial aussi dans cette complication-là, c'est que tu n'as pas de poussoir. Tout est réglable avec la couronne. Donc, tu n'as pas de poussoir, tu n'as pas de correcteur. Et le challenge aussi dans ce développement-là, c'est de faire avec le minimum de pièces possible pour qu'on puisse avoir un coût de prod qui ne soit pas délirant et pouvoir offrir ça à moins de 3 000 €. Pourquoi ça, aujourd'hui, elle a combien, la montre? 2990. Et elle est dispo en ce moment, je vais l'acheter, je peux l'avoir. Alors, la version de base avec la boîte Titan, elle est sold out, il y avait 300 pièces. Et la black et la bleue, là, donc, que je porte là, elles sortent début décembre, là, et elles seront limitées à 200 pièces chacune. Le 7 décembre, ouais. Pourquoi pas de poussoir, du coup? Des poussoirs, ça rajoute des composants, ça rajoute pour le SAV. À la boîte, du SAV, c'est compliqué à gérer pour l'étanchéité aussi. Donc, la spécialité chez nous, quand on est au dev avec Nathan, mon collaborateur avec qui on fait les développements pour Space One, c'est de se brancher sur la date du P024, qui est le calibre qu'on a utilisé pour la jumping, qu'on commence à connaître vraiment pas mal. On a fait des relevés, Soprod nous aide un peu aussi quand on a besoin des plans de certains composants. Donc, on se branche sur la date, et c'est sur la date qu'on prend les informations des sauts journaliers qui nous permettent de faire tourner les roues, qui vont faire sauter la date, qui vont faire suivre le mois et qui vont faire sauter les planètes qui tournent sur en fait un disque en saphir. C'est comme un système mystérieux. La montre est plus complexe qu'elle n'en a l'air. Il y a des couches de saphir à l'intérieur de la montre qui sont traitées en anti-reflet, triple couche des 2 côtés. Enfin, c'est un bazar monstrueux. Et ce système de branchement sur la date est aussi le système qu'on va utiliser sur notre nouveau projet qui est en cours de développement. Et qu'on sortira à Genève l'année prochaine et qui va être le GMT Traveler du futur. Et vous faites tout ça en dessous de 3 000 €. Et on fait tout ça en dessous de 3 000 €. Ouais, c'est l'objectif, c'est vraiment le truc, faire l'horlogerie indépendante, looking cool, mais moins de 3 000. C'est le design que je t'ai montré tout à l'heure là. Oui, bien sûr. Je ne vous le mets pas en insert parce que regardez le truc secret. Ouais, exactement, bientôt. Ouais. Aujourd'hui, Space One, c'est combien de montres par an? Là, on a fait 1500 pièces la première année, si je dis pas de conneries. On a fait 600, 200, 800. On est entre... on doit faire 1500 pièces, ouais, c'est ça. Tout ici. Ouais. Tout est assemblé. Et donc, c'est Loris que vous avez vu, qu'on verra peut-être après dans d'autres plans, qui fait tout l'assemblage in-house. Et j'ai vu qu'il y a une grosse partie qui était déjà sold out. Ouais, en fait, tout le premier lancement de Jumping, dans toutes les pièces en fait, qu'on avait produites, lancé la production pour le Kickstarter, ça, on a tout vendu. Il nous restait des cases sur les minimum de order quantity, donc sur les MOQ. C'est pour ça que là, on a remis des Jumping en vente parce que c'était des cases et des composants qui nous restaient. Et après, c'est terminé là. Donc, il nous reste une dizaine de références. Il nous reste peut-être 200 montres là sur les Jumping. Ouais, on a fait 9 références spéciales. Ouais. Limitées à 25 chacune. Limitées à 25 pièces chacune. Donc, il va bientôt plus y avoir de Jumping. C'est vraiment le dernier lot. Et les 300 premiers tellus qui sont déjà partis. Et là, il va nous rester du coup début décembre là, le Tellurium Black, cadran Onyx et le bleu que je porte là. Ce que j'ai vu, ce qui est sympa, encore en transparence sur votre site, c'est sur les modèles, il y a écrit le nombre d'unités restantes disponibles. Exactement. Ouais. En fait, on est hyper transparent, surtout sur Space One. C'est aussi un des trucs qui sont pour moi ou pour Théo hyper important, c'est de respecter le client final et de pas raconter n'importe quoi. Donc on est hyper transparent surtout. On va aussi faire un film là sur la production avec Loris à bientôt pour justement aussi montrer tout ce qu'on fait, en fait, toute la valeur ajoutée qui est faite ici à Paris, en région parisienne, sur les telluriums et sur les jumping. Et essayer d'apporter le plus d'informations sur toutes les questions qu'on nous pose. Ok.
Tu me racontais sur Nevada qu'il y a des gars qui avaient acheté toute la collection, tellement il y a des fans de la marque. Ouais, et qu'on en même, j'ai des clients qui ont dépensé plus de 30-40 000 euros sur Nevada, sur le site, sur le Shopify. Ouais. Incroyable. Il y a des mecs qui ont acheté les 4-5 éditions limitées à 5 000 qu'on a faites avec les Valjoux 23 restaurés. Là. Et puis après, ils ont acheté toutes les Super Antarctique à 900 balles, les chronos à 2000. Ouais, on a une dizaine de mecs qui ont claqué plus de 20-25 000 sur le site déjà. Pour terminer cet épisode, petite question. Quelle est ta montre préférée? T'as pas le droit de parler de tes produits. Alors, je peux pas parler du Donc pas Vulcain, pas Nevada, pas William L et pas Space One. Et pas au frais. Ouais, c'est ça. Oh, c'est pas lui qui les produit, t'as le droit de dire ça. Ouais, c'est vrai, ouais. Moi, plaisir. Ouais, mais on est un peu associés. Non, c'est vrai que ouais, T'as le droit d'en citer 3. bah ouais, un tourbillon Grand Sport chez Théo, ça serait vraiment une belle pièce. Moi, j'ai toujours rêvé aussi d'un tourbillon. J'aurais un tourbillon, puis en plus dans une boîte comme la Reverso, un tourbillon Reverso, ça serait vraiment une pièce qui me ferait kiffer. Après, ouais, il y a plein de Graal, une Grubble, une MBNF. Ouais, tu vois, c'est là où mes goûts ont vachement changé. C'est qu'avant, je t'aurais dit une Omega Constellation, après une Omega Spin Master ou une Rolex Pepsi ou autre. Mais là, ouais, mes goûts, ils ont vachement évolué avec ça. Et maintenant, ouais, je pourrais me faire kiffer aussi avec une Laurent Ferrier que tu vas bientôt interviewer, j'espère. Ou une MBNF ou une Grubble forcée. Ouais. J'avoue, la dernière Grubble forcée foudroyante, là. Mais bon, c'est 1,5 million d'euros et il n'y a que 12 pièces. Donc, ouais, Kickstarter te mettre. Ouais, voilà. Après, sur ces prix-là, je préfère les voitures quand même. Enfin, j'avoue, je sais pas. Et toi, Théo, du coup? Moi aussi, je préfère les voitures. Donc, dépenser. Non, j'ai toujours été un. Alors, les horlogers indépendants, normalement, on ne dit pas trop ça parce qu'on est censé faire un truc très classique, breguet, qui ressemble un peu à ma prod, mais je suis un fan ultime des toutes premières Richard Mille. RM01, RM01, RM02. Alors, la 01, c'est de l'or, donc c'est un peu trop lourd. RM02, platine carbone. Enfin, bon, moi, elle existe en 3 matériaux, la RM02. Ouais. Elle existe en or blanc, en titane, en platine. Bah, titane et avec la titane platine carbone forgé. Ça, c'est pour moi. En fait, le mec, il avait tout compris 20 ans avant. Donc, c'est ça. Je peux comprendre tout ce qu'il y a autour des Richard Mille. C'est lourd, c'est machin, les critiques et tout. Mais il y a 20 ans, c'était monstrueux. Il a fait, il y a 20 ans, ce que les gens font aujourd'hui, finalement. Des boîtes un peu, là, titane, tout ça. On a un client assez incroyable qui aime bien laisser à ses horlogers, qui fait faire des pièces chez des jeunes horlogers et qui aime bien laisser des pièces sympas. Pour le kiff, quoi. Pour le kiff, quoi. Tiens, regarde ça, une FP jaune, un tourbillon jaune, je te le laisse. Regarde comment c'est fait, si t'aimes bien. Et donc, moi, j'ai dit à ce client à qui on doit faire un chronomètre Grand Sport bientôt, que j'étais collectionneur enfin que j'aime les bagnoles, que j'ai une vieille Porsche et lui aussi. On m'a montré plein de photos. Moi aussi, regarde mes potes, ils ont des caisses. Bon, ses potes ont des F40, donc on n'a pas les mêmes potes. Mais il m'a dit, bah écoute, il m'a dit, si je peux, je vais essayer de choper une RM, puis je te l'enverrai, comme ça tu te familiariseras avec le produit et tu essaieras de me faire un Grand Sport avec des petits détails qui rappellent les premières RM. Ça, c'est vraiment un niveau de collectionneur, tu vois, genre vraiment encore au-dessus. Là, tu touches quelques centaines de personnes dans le monde. Enfin, comme le mec qui était juste à côté avant, là, le client de Singapour de Théo. Emile qui est en train de filmer? Ouais, exactement. Ouais. Je crois qu'il roule en carrière GT à Singapour. Non, ouais, en GT3, 992 GT3. Ouais, voilà. C'est beau. Donc, tu vois. Et sachant qu'à Singapour, tu multiplies par 2 au moins le prix. Avec les taxes. Donc, en fait, c'est forcément un gars. Quand tu roules là-bas en safran Palme d'Or, c'est comme si tu roulais en Porsche 911, quoi. Genre, c'est vraiment. Tu multiplies tout par 2 ou 3. Ouais, bah, un peu plus même. Ouais, même un peu plus. Un peu plus pour une voiture à 100 000 euros. Une belle Mercedes classe S à 100 000 euros, le coût va te revenir à quasiment 800. Ah, plus que ça? Ah ouais, moi j'étais à 2. Quasiment. Ah oui. Ouais, c'est terrible. Ouais, messieurs, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, pour terminer cet épisode? Écoute, qu'on n'ait plus de mauvaises surprises. C'est bon là. D'arrêter les Kickstarter. Ouais, là, déjà, ça c'est mort. Et non, en fait, que le Tellurium qu'on sort, surtout que la prochaine soit aussi bien accueillie. En vrai, on est hyper content. Moi, je remercie tous les collectionneurs qui nous ont fait confiance
sur Space One parce que c'est assez fou. Mais ce qui est dingue d'ailleurs, c'est qu'on vend 95% des pièces à l'étranger. Je pense que la France, c'est même pas 5% du chiffre d'affaires de Space One. Hein. Donc, un gros marché en Asie. Gros marché à Singapour et tout. Donc, que ça continue, qu'on arrive à trouver des bangers tous les ans qui plaisent à la communauté horlogère. Et peut-être, grâce à ce podcast, aussi peut-être déborder un peu sur des gens qui connaissent moins les indépendants et puis populariser vraiment ce mouvement-là. On a aussi une bonne équipe avec nous. On a Olivier qui est... Et on a un designer incroyable. Qui est incroyable et voilà, qu'on a envie de garder avec nous. Donc faut nous souhaiter des designs un peu sévères là pour... Si ce nouvel épisode du podcast vous a plu, je vous invite à commenter et à nous dire qui vous aimeriez qu'on reçoive ici sur Rétrograde. N'hésitez pas également à mettre un pouce en l'air pour supporter les vidéos et les prochains épisodes. Et on vous donne rendez-vous très bientôt. En tout cas, on vous souhaite vraiment le meilleur pour Space One. Bravo les gars. Merci encore de nous avoir reçus. Théo, merci Guillaume. Et puis on espère pouvoir refaire un épisode dans quelques mois et quelques années pour voir encore de belles choses ensemble et discuter de beaux projets horlogers. Plaisir. Et puis pour discuter des prochaines marques que vous allez sortir vu que ça les relancer. Voilà, c'est bon là. Ouais, on a des trucs dans les... faut dire la vérité. Ah ouais, on sait pas. On a des trucs dans les bacs un peu. On n'en dit pas plus, on le garde pour plus tard. Ça sera l'occasion de faire un nouvel épisode ensemble alors, avec grand plaisir. Merci beaucoup messieurs, passez une bonne journée.